Bonjour à tous. Merci tout d'abord d'être présent aujourd'hui, autant dans cette salle qu'en visio. Merci beaucoup. Jusqu'à présent, dans chacune de nos conférences, nous avons omis de rappeler ce qu'était l'économie sociale et solidaire. Donc je vais me permettre de prendre quelques instants pour en faire un rappel rapide. L'économie sociale et solidaire, c'est un écosystème qui regroupe des acteurs économiques dans tous les champs, que ce soit agriculture par exemple, finance, culture, enfin, etc., tous les champs, autour de valeurs de cohésion sociale, de solidarité, surtout de partage. Ce sont des entreprises, des coopératives, des mutuelles, des associations et des entreprises depuis 2014 qui ont adopté un mode de fonctionnement particulier. Tous ont un point commun, de viser un impact social dans leurs activités. Une gouvernance démocratique et participative, des bénéfices réinvestis ou partagés. C'est pour nous un mode d'entreprendre de proximité. Il a démontré pendant la crise sa plus grande capacité de résilience parce qu'il est dans la proximité, il est dans l'humain, dans l'éthique et dans la solidarité. Cabia, enfin, c'est cette association qui a pour objet de faire connaître, de sensibiliser le plus grand nombre à cette nouvelle forme d'entreprise, cette alternative à l'économie classique. Pour cela, nous essayons chaque mois de vous présenter un angle ou une démarche. Tourisme, culture, enseignement sur les derniers mois. Puis le mois prochain, parce que ne l'oubliez pas, le 5 avril, on traitera plutôt la problématique des déchets plastiques dans nos rivières et les réponses apportées par de très belles initiatives. Donc notez bien cette date, 5 avril, à Cabia toujours ou en visio. Mais aujourd'hui, nous accueillons Gérard Poujade, qui est élu depuis 1989, qui est maire du Séquestre depuis 2001, qui est vice-président de l'agglomération albigeois, du Cantal albigeois, en charge de l'économie sociale et solidaire. Vous avez sévi également à la région Midi-Pyrénées, région Occitanie, dont vous avez été le vice-président. Aujourd'hui, vous avez revêtu encore un nouveau costume, réalisateur d'un film de réflexion sur l'abstention, que j'invite nos amis présents à aller voir au Royal ce soir à 20h30. Mais ce n'est pas l'objet du débat d'aujourd'hui. Pour l'heure, il s'agit de parler d'économie sociale et solidaire et de vous entendre nous expliquer ce qui vous a conduit à développer ce projet de coopérative sur votre territoire, ambitieux et très impactant. Je vous laisse la parole, Monsieur Poujade, pour que vous puissiez vous présenter. Merci encore d'avoir accepté notre invitation à partager votre expérience ce soir. Merci. Merci, bien sûr, et bienvenue. Ongi etorri, comme on dit en Pays Basque. À vous. Donc, je suis maire de ma commune depuis 2001, ça fait 21 ans maintenant. Donc, j'ai 62 ans, à la fin du mois. Il se trouve que de loin, je ne suis pas le plus vieux maire de l'agglomération, mais je suis le plus ancien. En fait, je suis le seul qui était là à la création. Et donc, quand il y a eu des élections si particulières de l'an passé, avec quelques communes élues dès le premier tour, et puis toute une série de communes qui ont été élues 3 mois après, lors des élections de juin, il y a eu une période intermédiaire où il y avait d'anciens élus qui étaient là, qui étaient toujours dans l'agglo, avec une agglomération qui ne fonctionnait pas. Enfin, c'était une période très particulière. Et à la fin des fins, quand on a distribué les rôles, parce que l'agglomération d'Albi fait 83 000 habitants, 16 communes, et quand on est maire, on est systématiquement vice-président de l'agglo. Albi représente 50 000 habitants sur 83 000, donc le maire ou la maire d'Albi est automatiquement le président ou la présidente, en l'occurrence à ce moment de l'agglomération, et les 15 autres maires sont vice-présidents. Donc, j'ai passé 3 mois en attendant de savoir de quoi j'allais être vice-président. Et donc, ça m'a donné le temps à penser, surtout avec la crise du Covid qui apparaissait, sur ce qu'il était intéressant de faire sur l'économie sociale et solidaire. Alors, deux choses pour compléter l'introduction. Gilles, je vous promets, il faut que vous arrêtiez de dire qu'on met 1,5 million là-dessus, parce que c'est plus que ça. Et pas seulement 1,5 million. 1,5 million, c'est qu'on met au capital de l'ESS, j'y reviendrai, mais on va mettre des études en plus, mais on va mettre du fonctionnement en plus, donc c'est plutôt 2,5 millions qu'1,5 million. On met là-dedans. J'ai entendu ça déjà hier, non, mais elle réduit cette action. Non, je suis pas d'accord.
revenons avec les bons chiffres. Mais surtout, parallèlement à ça, c'est comment l'outil ESS pourrait être efficace. Alors, sur l'agglomération, on a quelque chose qui est particulier, c'est que dans l'agglomération d'Albi, le premier employeur de l'agglomération, c'est l'ESS. Et donc, si vous voulez, la moyenne en France, c'est que l'ESS emploie 12 à 13% de la population. Chez nous, c'est 18. J'ai bien aimé votre manière de présenter l'ESS. Alors, moi, je ne la présente pas du tout comme ça. En fait, je le présente au point de vue statutaire. L'ESS, ça regroupe quoi? Ça regroupe 4 familles de statuts. Les fondations. Sur l'agglomération d'Albi, on a une fondation qui emploie 1300 salariés, qui est un hôpital psychiatrique. Ensuite, il y a le secteur des associations. Il y a ensuite le secteur des mutuelles. Et ensuite, il y a le secteur coopératif. Et donc, l'objet, on a une approche, nous, qui est par secteur de ce type-là. Et on s'est dit, voilà à quoi peut servir l'ESS, le projet que j'ai présenté à mes collègues, dans l'intervalle des 2 tours dans un premier temps, et puis avec les nouveaux maires, parce que l'autre particularité de cette élection, c'est qu'au sortir sur les 16 maires, il y en a eu 8 de nouveaux. Il y a eu un mouvement de balayage des élus en place, avec des choses très drôles. C'est des maires plutôt plus vieux que ceux qui les ont battus, qui sont arrivés. C'est assez étonnant d'ailleurs. Bon, c'est comme ça. Et donc, l'idée était de dire il faut que nous ayons un projet d'économie sociale et solidaire qui soit structurant pour l'agglomération. Et donc, je leur ai proposé une réflexion en disant mais voilà, on est une petite agglomération, une petite ville, la ville-centre, 50 000 habitants, on n'est pas dans les radars de l'aménagement du territoire. Pour l'État français, quand ça ne fait pas 200 000 habitants, ça ne compte pas. C'est rural. Donc, à lycée, une préfecture, mais au niveau national, c'est un beau rural. Quoi. Voilà, on a notre marché au veau et on fait guère plus que ça. Et donc, d'essayer d'analyser quels étaient les points faibles et de dire à partir de là, on va essayer de proposer une réponse avec les outils de l'économie sociale et solidaire. Alors, avant de passer au schéma, on partagera après un schéma qui vous expliquera comment fonctionne le tout. Et je vais vous dire quelles sont les 8 problématiques qu'on a trouvées qui étaient propres à notre territoire. Première problématique, qui n'est pas spécifique à l'agglomération d'Albi, c'est qu'on a des dirigeants qui sont âgés, que ce soit dans le secteur agricole, commercial, artisanal, industriel. On a près de la moitié des chefs d'entreprise qui ont plus de 55 ans et donc qui vont devoir transmettre. Et j'ai commencé par ce biais-là parce que la première SIC que j'ai proposée, SIC, Société coopérative d'intérêt collectif, est une société de capital risque. Alors déjà, ça commence à détonner quand on se dit, pour faire de l'économie sociale et solidaire, on crée une société de capital risque, déjà ça pique aux oreilles. Quoi. Et surtout que je suis un récidiviste, parce que quand j'étais vice-président de la région, j'avais déjà créé une société de capital risque à la région, dont l'objet était, voilà, ce sera ça, mais... Ok, c'était la première. C'était la première. Oui, capitalisation ou de participation. Voilà, mais laissez le schéma, ça va permettre de. Voilà. À partir de là, je vais pouvoir expliquer comment le tout fonctionne. Et donc, l'objet de tout ça, j'ai dit l'importance c'est le capital risque parce que tout ce que je vais proposer a vocation à ne traiter finalement qu'un seul problème, c'est le problème de la pauvreté. Et donc, nous avons des problématiques, ok, comme tous les territoires. Mais comment, en traitant ces problématiques, on va lutter contre la pauvreté dans le territoire? Et donc, moi, maire depuis plus de 20 ans, je vois bien qu'à la fin des fins, ben, c'est le seul sujet qu'on a à traiter. Les autres, ils sont accessoires. Faire des routes, bon. Je vois des maires, ils veulent être gestionnaires. Bon, moi, je leur dis, vous confondez. Vous ne voulez pas être maire, vous voulez être secrétaire de la mairie, secrétaire général de la mairie. Si vous êtes un mauvais gestionnaire, à la fin du premier mandat, vous allez dégager. Ça ne sert à rien d'être gestionnaire. On n'amène pas grand-chose. Donc, il faut trouver quelle est l'utilité, quelle est la fonctionnalité d'un élu. Pour moi, c'est d'œuvrer pour ceux qui sont le plus en difficulté. Ceux qui ne savent pas lire, ceux qui ne savent pas utiliser l'informatique, ceux qui sont pauvres. Et donc, en clair, l'outil tel qu'il est là, il est fait pour ça. Et alors, pourquoi j'ai proposé la société de capital risque en tout premier, une société de participation? C'est à cause de ce phénomène de transmission d'entreprise. Quand un chef d'entreprise artisanale, PME, de moins de 20 salariés, qui reste souvent chef d'entreprise jusqu'à 62, 63, 64, 65, 67 ans. Bon. Un gars qui est artisan du bâtiment, qui prend à la retraite 65 ans, d'abord ça veut dire qu'il a la chance parce qu'il ne s'est pas cassé le dos, pas cassé quelque chose, non, très bien. Et ses employés sont des gens qui ont 5 à 10 ans de moins que lui, vrai soit. Et donc, quand lui part à la retraite,
ces gens-là sont déjà âgés, ils ont entre 55 et 60. Ils n'ont pas envie de reprendre la succession de l'entreprise. Et donc, ils sont au chômage parce qu'il n'y a pas de reprise entre 55 et 60. Là, moi, je vous fais le film, c'est une vie de merde jusqu'à la mort. Parce que c'est du black, c'est auto-entrepreneur pas ou mal déclaré, c'est des métiers, des revenus que l'on a qui sont aléatoires. Si on est à Pôle emploi, plus de 55 ans, c'est une vie d'esprit de retrouver du boulot. Donc, ça veut dire une retraite qui va être altérée, un moral qui va avec. Et donc, j'ai dit pourquoi il faut qu'on ait une société de capital risque pour traiter de la reprise des PME de moins de 20 salariés. C'est pour faire en sorte de lutter contre cette pauvreté qui est la plus importante, c'est la pauvreté des seniors. Quelque chose qu'on ne voit pas, qui apparaît comme étant souvent un problème, c'est les retraites ne sont pas assez élevées. En fait, une fois qu'on en est à considérer que les retraites ne sont pas assez élevées, c'est qu'on n'a pas traité le truc à la racine et qu'on est dans la remédiation et que ça ne concerne plus les élus de l'agglomération, mais ça concerne l'État. Et on voit bien que ce n'est pas le cheval de bataille de l'État que de revaloriser les retraites. Donc ça, c'est la première problématique, c'est la transmission d'entreprise. Ensuite, on a un problème spécifique à l'immobilier. Alors, j'ai bien compris qu'ici aussi, mais il n'a rien à voir, le nôtre. L'idée de traiter de la problématique immobilière, c'est qu'Albi, alors je ne sais pas si vous voyez où est Albi, c'est un peu à l'est de Toulouse, quoi. On fait partie de ce qu'on appelle la diagonale du vide. Ça fait partie de ces villes moyennes où on a ce qu'on appelle de la vacance commerciale, c'est-à-dire des rideaux de commerce fermés dans des proportions importantes. En gros, sur Albi, c'est 17%, c'est-à-dire presque un magasin sur 5, un grand sur 5, un sur 6. Et dans des villes de la périphérie d'Albi, on arrive à 25, voire même pour une à 30%. C'est-à-dire un rideau de fermé sur 3. Et donc, dans ma commune, j'avais mis en place un certain nombre de dispositifs qui fait que chez moi, le taux de vacances commerciales est inférieur à 5%, qui est un des plus bas de France, parmi toute une série pour toute une série de mesures qu'on a mis en place. Et donc, l'idée, c'est de voir comment on peut créer un acteur coopératif qui va racheter les murs de ce qui est fermé pour pouvoir proposer d'autres loyers. J'y reviendrai après sur la manière dont on est en train de travailler. Une problématique qui est très spécifique à notre territoire, c'est que vous avez maintenant beaucoup de territoires qui sont engagés dans des démarches TEPOS, territoire à énergie positive. Et donc, c'est pour ces territoires d'essayer à produire l'équivalent de l'énergie qu'ils consomment. Donc, en Occitanie, sur la partie ouest de l'Occitanie, Midi-Pyrénées, parce que je n'ai pas été vice-président d'Occitanie, je suis vice-président de Midi-Pyrénées. Oui, pardon. Et pour moi, je fais partie de ceux qui n'ont pas bien compris la fusion. Oui, il y a plus engendré de désagréments qu'autre chose. Sur ce territoire-là, l'agglomération d'Albi est un des territoires qui a le plus faible couverture comme territoire énergie positive. On est à 7%, c'est-à-dire qu'on arrive à produire 7% de l'énergie qu'on consomme. Alors, je trouve que c'est d'autant plus dommageable. Moi, j'ai une toute petite commune, elle fait 542 hectares, c'est pour une commune tout petit. Mais en 20 ans, j'ai réussi à en faire une commune qui est 100% énergie positive. Donc, c'est quand même dommage qu'on ne passe pas ça au niveau de l'agglo et de voir ce qu'on est en capacité de faire. Donc, on a un problème sur l'énergie, donc on va traiter ça. Je suis en train de tourner dans le sens des aiguilles de montre, je ferai 2 tours, parce qu'on est là pour 2 heures. Donc, je vais faire un premier tour et puis un second tour, mais je l'aurais dit avant moins de 2 heures. Tout ça. Ensuite, on a une quatrième problématique, c'est que ces villes moyennes du sud-ouest de la France, on est assez étalé, c'est assez pavillonnaire, et donc on a de très mauvais réseaux de bus. Et on a énormément de soucis de difficultés pour organiser les mobilités, et donc c'est de la bagnole partout. On est peu d'habitants, et on arrive avec peu d'habitants à trouver des embouteillages sur la ville. C'est quand même un truc qui est insensé. Il n'y a pas d'endroit où on travaille parce qu'on ne travaille pas beaucoup, par chez nous, mais je reviendrai là-dessus. Il y a beaucoup de retraités, c'est très grisonnant. Mais ça ne fait rien. On arrive à se débrouiller pour avoir quand même engendré des bouchons. Et je reviendrai sur comment on peut faire. Comme tous les territoires en France, on a un problème de compensation carbone. On ne sait pas compenser carbone. Donc, et dans les 8 opérateurs tels que vous les avez là, c'est le premier qui est opérationnel aujourd'hui, 1 an et demi après la mise en place de ce plan. Ensuite, ce qu'elle vient dans la vie publique, c'est qu'on sait employer des acronymes pour que personne ne comprenne. Donc, on veut créer un EBE, TZCLD, voilà, comme ça au moins, c'est sûr que ça va réagir. En fait, on veut créer une entreprise à but d'emploi, et c'est pour traiter la question des territoires zéro chômeur de longue durée. Et donc, j'ai inscrit d'abord dans un premier temps ma commune, maintenant c'est l'agglo qui est inscrite,
en tant que territoire zéro chômeur de longue durée. Et donc, pour ça, il y a un statut juridique particulier qui s'appelle l'EBE, entreprise à but d'emploi, pour employer des gens qui sont au chômage de longue durée et qu'ils aient un débouché en fonction de leurs compétences, mais avec comme base toujours l'équivalent d'un SMIC équivalent temps plein dans tous les cas de figure. Sauf à ce que la personne demande d'avoir une quotité moindre, c'est-à-dire un mi-temps, mais si elle veut un temps plein, on lui fournit un temps plein et on lui trouve des débouchés par rapport à ce qu'elle sait faire dans cette EBE, j'y reviendrai. Ensuite, pendant à la question immobilière et de la vacance commerciale des commerces sur la ville, on a un commerce, un artisanat qui est plutôt faible. Alors, c'est lié à cette vacance commerciale. Et donc, j'avais repéré que dans un territoire à l'est du territoire occitan, en Lozère, ils avaient créé une SIC, une société coopérative d'intérêt collectif, de commerçants. Et donc, nous, le monde commerçant, c'est le cas dans beaucoup de villes moyennes, sont très dispersés, ils n'arrivent pas à travailler ensemble. Chaque commune a son association, parfois dans même une commune, il y a plusieurs associations de commerçants. Donc, j'ai dit, ce mode-là, on va le laisser en place et en gestion avec les communes, et on va voir comment on va faire en sorte pour proposer une société qui va avoir un objet qui est en train d'être déterminé. La SIC va être créée dans les mois qui viennent, dont l'objet sera de produire des choses pour le territoire, et je vous dirai lesquelles tout à l'heure. Et enfin, on va créer une exploitation agricole et qui va avoir pour terrain les terrains dont les communes sont propriétaires et dont on ne se servent pas. On a plein de délaissés, on a des surfaces, on a des propriétaires, nous les communes, et ce sont des terrains vagues. Et donc, là-dessus, on va voir comment y mettre des agriculteurs. Et là aussi, si tout va bien, elle devrait voir le jour dans le courant de cette année, en commençant par la commune, parce que chaque fois, ce que je fais pour essayer d'être exemplaire pour que les autres collègues me suivent, c'est que je montre que c'est possible chez moi. Et après, je dis, venez à la maison pour voir comment on a fait. On va repérer ça. Alors voilà, là, donc j'ai fini le premier tour, vous voyez, j'ai mis mon heure. Je vais vous dire comment on fait concrètement dans chacun des opérateurs. Un opérateur, c'est un ensemble d'acteurs qui dépendent tous de l'économie sociale et solidaire pour traiter d'une question. Alors, c'est soit des coopératives, soit des associations. Pour la SIC de participation, ça va être une coopérative. Une coopérative d'intérêt collectif, nous, on va commencer, on va y mettre 1,5 million d'euros, 500 000 euros. On va chercher des particuliers, des entreprises, la chambre de commerce, pour mettre également 1,5 million d'euros. Dans les statuts sociaux d'une SIC, les collectivités ne peuvent pas être actionnaires à plus de 50% de la société. Et donc, on a dit, on met ça sur la table, qui nous aime nous suivre. Et donc, la chambre de commerce a dit, mais nous, il y a tellement de besoins, on le suit immédiatement. Et donc, là, on va la créer, si tout va bien, d'ici l'été. La chambre de commerce va venir et cherche des chefs d'entreprise qui vont venir amener de l'argent là-dedans pour être des actionnaires avec nous de cette société coopérative. Et donc, l'objet, le champ d'investigation, c'est le lancement d'activités, parce qu'il y a toujours des lancements d'activités, on a une école des mines, donc il y a parfois des entreprises innovantes que l'on va aider à lancer. Il va y avoir le développement et l'innovation, mais il va y avoir surtout, comme axe central, c'est la reprise et la transmission d'entreprises pour faire en sorte de ne pas laisser sur le carreau ces entreprises petites et moyennes qui laissent elles-mêmes sur le carreau les salariés qui vont avec. Donc, quelles vont être les modalités d'intervention de la SIC? Elle va prendre des parts dans les sociétés qui sont à reprendre ou à développer. On envisage même de racheter parfois des sociétés à la barre du tribunal de commerce si besoin en est. Et donc, l'objet, c'est de voir comment, avec les parties prenantes qui sont là, c'est-à-dire d'autres collectivités, alors j'ai plusieurs communautés de communes autour d'Albi qui sont intéressées pour revenir là-dedans, et on a plusieurs chefs d'entreprise qui sont venus. Ce qui est très étonnant, c'est que des chefs d'entreprise très investis, qui ont pas mal d'argent, je dis, OK, on est prêt à mettre 100 000 euros à titre perso, mais à une condition, c'est que personne ne prenne les dividendes. C'est très étrange parce que c'est à front renversé. On a compris ce que tu veux faire, tu veux investir pour le territoire, donc à quoi ça sert qu'on prenne les dividendes? Il y avait un jour 2-3 actionnaires, des gens assez fortunés, ils se sont dit entre eux, alors il y en a qui dit, mais si on met de l'argent, quand même, c'est pour en gagner. Non, c'est con. Là, si on met 100 000, c'est pas beaucoup, 100 000 pour toi, 100 000 pour moi, pour vous, peut-être c'est beaucoup, mais pour eux, non. Mais tu mets 100 000 toi, tu mets 100 000 moi. Et si on voit que c'est intéressant qu'il y a du prix à gagner, qu'est-ce qui nous empêche, nous, de mettre 100 000 à titre perso à côté et sur lesquels on va demander des dividendes? Mais ça, c'est fait pour aménager le territoire. Pourquoi?
demander des dividendes. Alors c'est marrant parce qu'ils s'en créent une en même temps dans le sud d'Aveyron. C'est exactement le même modèle. Alors, ce n'est pas une communauté d'agglomération, c'est 2-3 communautés de communes et avec des chefs d'entreprise. Et c'est là aussi les chefs d'entreprise qui ont donné comme consigne aux collectivités, on crée la SIC, ils l'appellent résilience. Très bien, bon nom pour le truc. On crée la SIC, mais à une condition, c'est qu'il n'y ait pas de distribution de dividendes dans la société de capital risque. Ce qui est le contraire même de ce à quoi doit servir les sociétés de capital risque. Mais tout ça pour dire comment on fait de l'aménagement du territoire avec ça. La seule chose que l'on va financer, c'est ici, on ne va pas rentrer dans les détails de ce qu'on est en capacité de faire, c'est là, dans les attributions d'avance ou dans des prises de participation sur des sociétés existantes, c'est de donner un loyer à la prise de participation sur de l'innovation. D'abord parce qu'on ne pourrait pas le faire sans rétribution. Mais rétribution de la SIC, ça ne veut pas dire dividende des sociétaires de la SIC, c'est deux choses différentes. Et donc, c'est de vendre cette chose-là. Et là, manifestement, il y a un marché. Si on revient au schéma, alors ici, l'objet, alors là, on est en train de mener une étude donc, qui nous coûte 70 000 euros, qui sont en plus des 1 500 000 €. Et donc, c'est pour créer une société coopérative ou une SEM, qui est une société d'économie mixte, qui relève également du champ de l'économie sociale et solidaire. Et donc, on a dit, nous, on est en capacité de mettre en 2 millions d'euros. Et là aussi, on dit, mais vous, acteurs, bailleurs sociaux, vous, acteurs du bâtiment, venez avec nous là-dedans pour faire en sorte que quand il y a ce magasin et tout l'immeuble qui va avec, qui est fermé depuis 3 ans, 5 ans, 10 ans, nous l'achetions, on le réaménage et on le revend. On le revend les étages à un bailleur social, on garde, nous, la propriété du bas pour diminuer le prix du loyer et pour faire en sorte que les commerçants puissent venir à des coûts moins élevés. Des commerçants, des artisans, pourquoi pas des associations, parce qu'il y a un monde associatif qui est assez important. Là, l'étude est en cours. On ne sait pas ce que ça va donner. On attend les résultats de cette étude pour fin 2022. Ici, dans l'énergie, en fait, on veut certainement créer 2 sociétés coopératives. Une pour le photovoltaïque et une pour la méthanisation. Alors, bien avant qu'il y ait des problèmes d'approvisionnement de gaz, on avait imaginé ça, ça date pas de la semaine dernière. En fait, ce que je suis en train de faire sur ma toute petite commune donc de 542 hectares, on va brancher là le mois prochain, en avril, notre 7e centrale photovoltaïque. Donc, c'est ce qui nous a permis de devenir territoire énergie positive. Cette 7e, elle a une particularité, enfin, plusieurs particularités. On l'a faite avec Enerco, qui est une société qui distribue de l'électricité et qui maintenant en produit également, et qui est sous forme coopérative. Et donc, en Midi-Pyrénées, il y a une filiale, enfin, c'est pas une filiale, c'est une société, une coopérative qui s'appelle Enercop Midi-Pyrénées, avec qui on a investi et acheté une centrale photovoltaïque de 5000 m² sur ma commune. Alors, je vais me passer d'ingénieur en énergie, donc si ça devient trop technique, vous me faites signe, j'arrête de suite. En fait, elle fait 250 kW crête, c'est la puissance de la centrale, et elle va délivrer chaque année 320 MWh. En gros, chez nous, quand on a une maison classique, le français moyen, une maison individuelle, elle consomme 5 à 7 MWh, 5 à 7 000 kWh par an. Donc, là, cette centrale va fournir 300 MWh. Ça veut dire, alors, elle va une maison 5 à 7, la centrale produit 300. Mais avec comme particularité, c'est qu'on ne va pas l'envoyer sur le réseau, on va toute la consommer en direct. Ça va être la première centrale en France d'autoconsommation collective à l'échelle d'un territoire communal. Alors, il y a des petites autoconsommations collectives sur des maisons mitoyennes. Et donc là, nous, la commune, on va acheter l'électricité, on va à peu près acheter 20% de la centrale. On a l'Intermarché du coin, qui j'ai dit, tu n'as pas le choix, il faut que tu viennes. Donc lui, il va acheter une bonne partie aussi de l'électricité. Mais il n'a pas beaucoup freiné parce que les conditions sont les suivantes. En fait, on achète l'électricité quand il fait soleil, parce qu'on la consomme en direct. Il n'y a rien qui va sur le réseau. On la consomme en direct, mais avec un prix qui est 5% au-dessous du prix du marché, mais fixe pour 20 ans. Fixe pour 20 ans. Et donc, l'idée que l'on a au travers de ça, il y a énormément d'enjeux derrière ça. Vous allez voir que l'économie sociale et solidaire recouvre tout un tas d'autres choses. Moi, j'habite dans l'écoquartier de ma commune, donc ça fait que je consomme beaucoup moins. Je consomme un peu moins de 3 MWh par an. Mais si vous voulez, comme tout le monde, je consomme avec mon frigo de 0h à minuit.
parce que le frigo, il va léger tout le temps. Par contre, ma machine à laver, je fais en sorte qu'elle lance à 12 heures du matin pour être au tarif de nuit. Bon. Ben, ça, c'est une habitude qu'il faut perdre. Parce qu'avec ça, il faut faire tourner la machine à partir de 11 heures du matin. Parce qu'elle est avec le tarif qui est fixe et qui est moins élevé. Le gros inconvénient de l'électricité, c'est qu'au niveau national, quand est-ce qu'on consomme le plus d'électricité? C'est en février, et entre 19h et 21h. Partout sur l'Europe du Nord, c'est à ce moment-là où on a la plus grosse consommation électrique et énergétique. Pourquoi? Parce qu'il fait nuit et parce qu'il fait froid. Et donc, c'est là où on consomme le plus. Donc, par définition, c'est là où on a zéro production des photovoltaïques. Et donc, l'autoconsommation collective a vocation à faire en sorte de rapatrier des moments de consommation dans les moments où c'est que le soleil produit. Et donc, ça, on va la brancher le mois prochain. Et donc, avant même de la mettre en branchement, ben, toute la production est déjà vendue. Donc, on est en train d'en faire une seconde, parce que nous, on ne pourra pas tout consommer. Enfin, tout ce que l'on pourrait consommer, la commune, elle ne pourra pas le produire, parce qu'on est déjà trop nombreux à avoir dit oui, on va y aller dessus. Et donc, si vous voulez, là, on l'a fait avec Enercor, donc avec une coopérative qui existe déjà. Et donc, on se pose la question, nous, d'avoir là-dedans, alors là, je vais vous faire peur par rapport aux chiffres, parce qu'on avait prévu de mettre 50 000 euros là-dedans. Mais aujourd'hui, on est en train de se poser la question de savoir si on ne met pas 500 000 ou 1 million d'euros. Donc, pourquoi? Parce que c'est pour aller là-dedans. En fait, qu'est-ce qui se passe avec ça? Bon, il n'y a pas de panneaux chinois, les panneaux sont faits en Europe, toutes les entreprises qui installent sont en rayon de 30 ou 40 km autour d'Albi pour ne pas faire travailler des travailleurs déplacés. Enfin, voilà, il y a beaucoup, le cahier des charges est très complet, quoi. Mais de se dire, on va faire travailler des entreprises du coin. La maintenance va être faite du coin. Les investissements vont être faits par des entreprises et par des particuliers et par des collectivités du coin. Donc, on est dans une économie circulaire locale, y compris sur la production d'énergie. Et donc, on n'est pas en train de travailler l'uranium qu'on fait venir du Kazakhstan, le gaz dont on sait maintenant tous qu'on en fait venir une bonne partie de Russie, et on a tout qui est fait localement. Et là, l'objet, c'est, j'ai dit à mes collègues, je fais une réunion avec les 16 maires de l'agglo au mois d'avril, je leur ai dit, il faut qu'on en fasse tous une de ce montant-là d'ici la fin du mandat. Si on fait ça, ça veut dire que ce qu'on produit, c'est 3 gigawattheures. Ça veut dire c'est l'équivalent d'une centrale 10 hectares. On le fait sans aller abattre des forêts. On fait ça sur des terrains qui sont abandonnés. Et on fait ça sur des terrains, j'aurai l'occasion de vous en reparler après, où on fait des choses dessous en matière agricole. Pour la mienne, pour celle qui est en cours, il va y avoir dessous l'élevage de 700 poules pondeuses, ce qui fait que le terrain, on va l'utiliser 4 fois. C'est-à-dire sur ce même terrain, on va produire de l'électricité, on va produire des œufs, on va produire des fientes et donc de l'engrais, et on va produire des poules à manger à la fin de leur cycle de vie. Et donc l'idée, c'est de dire de terrains abandonnés, comment on les exploite à fond. Et donc, ça, c'est la première des coopératives sur l'énergie. Et la deuxième, SIC Énergie, je ne sais pas si elle est dans les fiches, on vous les fera passer parce que le schéma, ça, il y a trop de texte à l'écran, c'est trop compliqué à lire, il vaut mieux faire sûr. En fait, on est en train de voir avec la Chambre d'agriculture et une trentaine d'agriculteurs qui ont des élevages laitiers, comment on fait pour faire une société coopérative de méthanisation. Et en faisant en sorte de ne pas tomber dans les travers des unités de méthanisation regroupées, où c'est que derrière chez toi, c'est super, il y a un endroit super pour faire l'unité. Il y a 50, 100 agriculteurs qui vont venir avec le tracteur amener le fumier et le lisier derrière chez toi. On va faire fermenter tout ça. Tu vas être vachement content. Voilà. Donc là, on est en train de travailler une étude dite de gaz porté, c'est-à-dire que chaque agriculteur a une toute petite installation derrière chez lui. Et il y a, sur le principe du ramassage laitier, un camion qui va chercher le gaz et qui va l'amener à une station où nous, on a dans l'agglomération un endroit où on peut injecter le réseau, ce qui fait qu'on a un rendement de 100%. Alors, on l'a déjà fait, parce que dans l'agglo, j'y suis depuis longtemps, j'avais déjà fait faire ça à l'agglomération par rapport à notre assainissement. Et aujourd'hui, l'assainissement, en fait, dans toutes les communes, c'est des choses qui coûtent, quoi. Et nous, l'assainissement nous rapporte 300 000 euros par an. Donc, ils nous doivent bien ça à l'économie sociale et solidaire. On a un poste de recette, là où c'est que dans Roland, dans toutes les communes, l'eau, l'assainissement, c'est un poste de dépense. Voilà. Donc, ça, c'est pour la SIC, les deux SIC. Il y aurait pour le coup 2 coopératives liées à l'énergie. Alors, sur la mobilité, quelque part, c'est un peu celle qu'on met en réserve.
En fait, toute la réglementation nationale est assez mouvante sur la mobilité. Et il y avait, jusqu'à il y a peu de temps, une espèce d'obligation pour les employeurs de plus de 200 salariés de créer des PDE, des plans de déplacement d'entreprise. Bon. Alors, depuis qu'on a des dirigeants nationaux qui disent qu'on fait de plus en plus d'environnement, les règles sont de plus en plus laxistes et on est en train de régresser énormément en matière d'environnement. Donc, c'est plus obligé, ça fait que tout le monde a abandonné ça à toute vitesse. Et donc, on est en train de voir comment on peut faire avec tous les employeurs de plus de 200 salariés de l'agglomération une étude de domicile-travail de tous leurs salariés. Et donc, on veut faire travailler l'école des mines pour dire, OK, il y a ce territoire-là, les salariés, ils font quel déplacement? Et on va essayer de géolocaliser les déplacements qu'ils font pour faire en sorte d'organiser tous les transports en commun et tout le covoiturage à partir de données que les gens ne connaissent pas. C'est-à-dire, j'habite à tel endroit, je vais bosser à tel endroit, et il y a un gars qui est juste à côté, qui va bosser juste à côté, et aucun des 4 interlocuteurs ne le sait, c'est-à-dire les 2 particuliers, les 2 employeurs ne le savent pas, et ils pourraient aller à cet endroit-là ensemble. Alors, pour expérimenter ça sur ma commune, je l'ai fait avec un club de gens qui se déplacent. Alors, c'est que ma commune, hein, dont je sais qu'ils se déplacent tous pour aller tous au même endroit. C'est que j'ai pris tous les gens de plus de 70 ans de ma commune qui vont à la messe. Je dis, mais pourquoi vous allez tous avec chacun votre voiture? En anglais. Manifestement tous au même endroit, plutôt à la même heure. Et nonobstant le fait que vous passez plus ou moins de temps à discuter à la sortie de l'église, vous repartez tous dans la même direction. Alors en plus, j'ai une particularité, je suis une des rares communes en France qui n'a aucune église. J'ai aucun lieu de culte sur ma commune. Donc, voilà. Donc il faut aller sur une autre commune quand ils y vont. Bon, c'est une particularité de plus. En plus, Poujade, le séquestre, il n'y a pas de lieu de culte. Enfin, tout est particulier. Voilà. Et en fait, ça, on le garde sous le coude. Je vais vous expliquer pourquoi quand on arrivera à la cycle des commerçants. Et donc ça, on veut faire ça sous forme de cabinet d'études qui soit lui aussi sous forme coopérative. Celui qui est en bas, celui de compensation carbone, là, il est en place depuis l'été dernier. Et là, l'opérateur fonctionne avec 2 structures juridiques. Une coopérative et une association. Une coopérative qu'on est allé démarcher qui était sur Toulouse, qui s'appelle Climat Local, qui est un opérateur de compensation carbone. Et une association, vous devez avoir la même ici localement sur le département, qui s'appelle Arbre et Paysage. Arbre et Paysage est une association qui a une représentation par département. Et Arbre et Paysage a pour vocation à aider les collectivités, aider le monde agricole à planter des arbres, à faire des kilomètres de haies, à planter des forêts et à faire, pourquoi pas, de la sylviculture. Alors, nous, si on remonte au schéma général, parce que là, on va pouvoir dire comment ça fonctionne, on se dit, voilà, on a des entreprises qui compensent le carbone. Bon, elles ont la bonne idée d'aller donner de l'argent à Yann Arthus Bertrand, qu'on aime beaucoup, qui, manifestement, pour compenser le carbone, achète des fours solaires qui l'implantent principalement en Bolivie. Donc, pour moi qui suis ingénieur, on me dit, allez mesurer précisément quelle est la compensation carbone qui est faite là, je pense que c'est du vent. Et donc, ce que j'ai dit aux chefs d'entreprise que je côtoie beaucoup par tout ça, OK, vous êtes intéressé par la compensation carbone, on va faire en sorte de vous proposer un package tout ici. Et là, le schéma, comment fonctionne-t-il? Il fonctionne avec les interlocuteurs suivants. Il y a une entreprise qui veut compenser carbone. Il y a une société climat local qui compense carbone. Il y a des gens qui savent compenser carbone en plantant des arbres, c'est Arbre Paysage. Et il y a des collectivités, nous, mairie, communauté d'agglomération, qui voulons planter des arbres. Et donc, on se dit, ben voilà, on va trouver le cercle vertueux complet comme ceci. Les collectivités, on va dire quels sont nos projets de plantation d'arbres de l'année. Et des forêts du Miyawaki, les forêts hyper denses, voilà, la première, je viens de la planter cet hiver avec ce dispositif pour faire une première. On veut planter un verger, on veut planter, que sais-je, quoi, des arbres. Voilà. Et donc, on s'inscrit auprès de Arbre et Paysage, on dit voilà, on veut ces projets. Ça, c'est le cahier des charges des mairies. Le cahier des charges de Arbre et Paysage du TAN, c'est de dire OK, ça, vous voulez planter ça à tel endroit, ça va générer combien de tonnes carbone? Point numéro 1, l'évaluation de tonnes carbone. Et 2, on va faire en sorte que ce que vous plantiez correspondent à des essences locales. Et donc, Arbre et Paysage a pour fonction principale de nous vendre des arbres dont 50% ont été semés dans le Tarn.
et les 50% restants doivent rester de la région. Midi-Pyrénées, on est toujours sur Midi-Pyrénées. Voilà. Et donc, à partir de là, on a une évaluation. On dit OK, on fait une forêt de Miyawaki sur 1000 m², ça représente 100 tonnes carbone. Et ça, elle va mettre ces tonnes carbone sur le marché par le biais de la CIE climat local. Et donc, là, une entreprise dit, mais moi, je veux compenser carbone, je veux avoir une attestation. Et donc, la société achète à la CIE climat local le tonnage carbone. La CIE climat local passe la commande à Arbre Paysage. Et Arbre Paysage vient planter avec les communes. Alors, on fait ça comme il faut, on fait ça avec les écoles, les lycées, les collèges, etc. Pour faire en sorte qu'il y ait un peu de pédagogie sur ces choses-là. Et on a planté, on a fini, là, parce que maintenant c'est mars, c'est terminé. Là, de décembre à février, on a planté tous les arbres de l'année. Et là, alors qu'il n'y avait aucune compensation carbone, cette année, c'était l'année test, on a dû planter, de mémoire, je vais vous dire une bêtise, mais je crois que c'est pas loin de 1000 équivalents de tonnes carbone sur l'agglomération. C'est un truc où il n'existait rien. En termes de fours solaires en Bolivie, ça doit en faire quelques milliers. Quoi. Voilà. Ça n'a plus rien à voir. Donc ça, c'est parti. Et celui-là, il fonctionne. Donc là, on a expérimenté ça. Et la chose qui est très importante dans l'économie sociale et solidaire, dans le dernier adjectif solidaire, on fait en sorte d'être solidaire avec les territoires d'à côté. Albi est la ville-centre. Tout à l'heure, je vous ai dit que c'était un gros chef-lieu de canton rural à l'échelle du monde d'aujourd'hui. Donc, inutile de vous dire que les Patelins, où c'est que le chef-lieu fait 1000 habitants, 2000 habitants, c'est tout petit. Et donc, ce qu'on propose, c'est que nos modèles, nos opérateurs, ils soient immédiatement disponibles pour les collectivités à côté. Donc, aujourd'hui, là, on commence à prospecter des communautés de communes qui sont autour d'Albi pour qu'elles bénéficient du dispositif sans que ça leur coûte un rond. C'est ça qui est le plus important. Et le pire des pires, c'est que là, par rapport à ce que ça nous coûte, ben, nous, on est dans le dispositif où le premier qui est en place, il nous rapporte. En fait, aujourd'hui, moi, cette année, sur la commune, j'ai planté un peu plus de 2000 arbres, gratos, parce que ça a été entièrement financé par des opérateurs de compensation carbone. Donc, comme beaucoup de candidats en campagne aux dernières élections, j'avais dit, j'avais vu que c'était à la mode de dire on va planter un arbre par habitant. Bon, OK. Alors, moi, j'ai 1900 habitants. J'aurais dit, nous, on va être plus que plus. On va dire, on va planter 2 arbres par habitant. Donc, on va planter 4000 dans le mandat. Ben, sauf que à 2 ans de mandat, on a déjà claqué les 4000. Donc, on va voir si on va faire 10 000, si on va faire 5 fois le nombre d'habitants, etc. Ce qui est bien, c'est que je peux le dire facile parce que je ne peux plus. Il suffit que je trouve les terrains pour les planter. Donc, vous voyez, au bout d'un moment, ça arrête de coûter, ça commence à rapporter. Enfin, voilà. Et donc, cette année, on a planté une forêt de Miyawaki. On a planté un verger d'1 hectare, qui sera un verger public. Mais c'est déjà le 7e verger public de la commune. Et ensuite, on a planté des haies, mais bon, pas de manière importante, il faut qu'on en garde pour l'an prochain. Là, ici, alors, le territoire zéro chômeur de longue durée. Alors ça, c'est un dispositif à part. Comment ça fonctionne? En fait, ce dont on se rend compte, c'est que pour quelqu'un qui est au chômage depuis plus d'1 an, c'est très compliqué. Passer 45 ans pour les femmes, 50 ans pour les hommes, il y a un taux de reclassement qui est inférieur à 10%. Donc, c'est chaud compliqué. Et l'idée, c'est de dire, mais ces gens-là, malgré tout, ils doivent avoir une compétence. Ils doivent avoir quelque chose qu'ils savent faire. Alors, on va retourner le truc. C'est une idée d'un député qui avait eu ça dans la précédente mandature, qui consistait à dire, on ne va pas chercher une entreprise qui propose tel boulot pour cette personne. On va regarder si cette personne sait faire et on va créer une entreprise dont l'objet sera de faire ce que cette personne sait faire. Et donc, quelqu'un qui dit, voilà, moi je sais faire du secrétariat, voilà, l'entreprise a plus d'emploi, elle fait du secrétariat. OK. L'autre qui rentre à côté, il est plombier, voilà, l'entreprise elle va faire la plomberie. L'autre, il fait de l'espace vert, l'entreprise, elle fait espace vert. Alors, ça paraît un peu cinglé, vu comme ça. Et comment ça fonctionne, quel est le modèle économique? On demande toujours, mais quel est le modèle économique? Alors, le modèle économique est le suivant, c'est que la personne rentre avec la quantité de temps qu'elle souhaite. Si elle souhaite rentrer à temps plein, elle a un SMIC garanti équivalent temps plein. Et donc, à partir de là, ce qu'elle touchait du chômage est versé à l'entreprise à but d'emploi. Donc, c'est un premier revenu, une partie du chiffre d'affaires est liée à l'équivalent de ce que la personne touchait au moment où elle est rentrée. Ensuite, il y a le dispositif d'aide de l'État et les collectivités. Mais ensuite, il y a donc première source de revenus
c'est ceux que la personne touchée qui deviennent du chiffre d'affaires de l'EBE, point numéro un. Des subsides, subventions, mais c'est très peu. Et ensuite, il y a le produit de ce que fait le salarié en question. S'il fait espace vert, ben, il va pondre, il engendre le chiffre d'affaires et ça rentre dans le chiffre d'affaires de l'EBE. Alors, jusqu'à une date récente, il n'y en avait que 10 en France qui avaient été expérimentés. D'ailleurs, il y avait eu le droit, la loi n'autorisait à ce qu'il n'y ait que 10 EBE en France. Donc, il y a 10 territoires qui ont été installés. Il y en a un qui est sous forme de coopérative en Auvergne, qui est à Thiers, une ville de 13 000 habitants. Et aujourd'hui, 5 ans après la création, il y a 60 salariés à temps plein. Et avec un modèle économique qui fonctionne. Et donc, aujourd'hui, l'État a donné l'autorisation à ce que l'ensemble des territoires qui veulent se saisir de ça puissent le faire. Et on est en train de monter tout le dossier. Et donc, ce dossier, vous comprenez bien que la société qu'on va créer n'a aucune vocation à engendrer des bénéfices pour distribuer des dividendes à qui que ce soit. Donc, ce sera une EBE sous forme de société coopérative d'intérêt collectif. Toujours pour que nous, pourquoi on tient tant à ce que ce soit des coopératives d'intérêt collectif? C'est que parce que chaque fois, ça nous permet, nous, en tant que collectivité, d'être actionnaires. Alors, je vous explique quel est l'intérêt. C'est vous avez quelqu'un qui rentre et qui veut faire du secrétariat. Bon. De forte chance que la personne est un ordinateur. C'est-à-dire qu'il y a un coût d'équipement quasi zéro. Maintenant, vous avez quelqu'un qui veut faire des espaces verts. Espaces verts, même si c'est l'occasion, à moins de 10 15 000 euros, vous ne faites rien. Donc, s'il n'y a pas un apport de capital, ce n'est pas possible. Quelqu'un qui est au chômage de longue durée, vous n'allez pas lui demander d'apporter du capital. Donc, c'est la collectivité qui apporte du capital à la société coopérative d'intérêt collectif. Et à partir de là, il se crée un projet de développement avec cet argent public, qui n'est pas une subvention, qui n'est pas une subvention de fonctionnement, qui est du capital et pour lequel la collectivité, dès le départ, ne demande pas de rendement parce que ce qu'elle souhaite, quel est nous le rendement que l'on souhaite en tant que collectivité, c'est que la personne soit sortie de cette spirale de la pauvreté qui est liée au chômage de longue durée et qu'il trouve un endroit où il est salarié, mais c'est un vrai salarié qui continue pour sa retraite, enfin pour tout ce qui s'ensuit, et donc pour les sortir durablement de la pauvreté. D'ailleurs, alors je prends celui de Thiers en exemple parce que c'est d'abord celui que je suis allé voir, il fonctionnait lui aussi sous forme de coopérative. Et puis parce qu'il a une taille qui ressemble à ce que l'on souhaite mettre en place. Et il y a beaucoup de gens qui quittent le BE parce qu'ils se mettent souvent à leur compte parce qu'ils ont trouvé leur marché. Et certains sont partis ensemble parce qu'ils ont pu créer une société ensemble parce qu'ils se sont trouvés à travailler ensemble. Donc ça, c'est en cours, on est pas mal avancé. On espère pouvoir le monter d'ici la fin du mandat. Alors ici, la cible de commerce et d'artisan, ce qu'on veut faire, c'est de créer une coopérative que l'on va ouvrir à tous les commerçants et artisans de l'agglomération. Alors, la chose qu'on veut faire là-dedans, la première chose qu'on veut faire, ça n'a rien de bien original. On veut leur faire créer une carte fidélité. Alors, franchement, ce n'est pas l'innovation du siècle, mais il n'y en a pas sur la ville ni sur l'agglomération. Et en fait, on s'est rendu compte que les systèmes de fidélité sur une taille de ville comme ça, avec le système que cela engendre, cette cycle, elle va avoir au bout de 2-3 ans 4 à 5 salariés payés par ce système-là. Ah oui, merci. Merci. Et donc, OK, l'objet, c'est de faire en sorte que la fidélité des uns et des autres ait vocation à engendrer plus de volume de chiffre d'affaires pour les artisans et les commerces indépendants du coin. C'est une manière de lutter contre les grandes surfaces. On est très dotés, nous, en grandes surfaces, sur l'agglomération d'Albi, de lutter également contre la vente en ligne. Bon. Mais là, je vais vous expliquer les flèches que vous voyez là-dessus, parce que les flèches qu'il y a sur ce schéma, elles servent pour tous les opérateurs, mais je vais vous expliquer comment elles fonctionnent là, dans le cas précis de cette ci. Tout à l'heure, quand je vous ai parlé de l'opérateur de compensation carbone, je vous ai dit, OK, on plante des arbres. Bon. Et pour compenser le carbone, il n'y a pas que de planter les arbres. Prendre le bus, covoiturer, ça économise aussi beaucoup de carbone. Donc, j'ai dit à celui qui s'occupe de la mobilité, c'est pour ça que ça, on l'a un peu sur le coude, c'est-à-dire, OK, la première chose qu'on va faire pour inciter à ce que les gens prennent le bus, c'est que chaque fois qu'un adulte prendra un ticket de bus, il y a un pourcentage du ticket de bus qui va passer par là. On va calculer combien
prendre un bus à passer en voiture, ça économise 2 kilos de CO2. Et ça, on va le lui mettre sur sa carte de fidélité de commerçant. En clair, je prends pour 100 balles de ticket de bus à l'année, okay, pour faire 100 voyages, je dirais, mais il va y avoir 7 euros qui vont aller sur la carte de fidélité. Mais ça va être garanti en compensation carbone, c'est parce que ça va remplacer ça. Donc la SIC Mobilité va capter ces 7 euros qu'elle va renvoyer sur les cartes des gens qui auront pris le bus. Et on est en train de faire par l'économie d'Albi un logiciel de traçage qui fait que, ben voilà, avec GIS, on est les deux qui habitions à côté, qui allons travailler à côté, qui ne le savions pas. Et on va faire en sorte que, comme je n'ai pas de voiture, je prends tout le temps celle de GIS. Mais ce qu'il y a, c'est qu'en faisant ça, tout d'un coup, on économise du carbone. Et donc, elle va toucher 50% de l'économie carbone, 50% moins. Et ça va aller sur notre carte de fidélité également. Toute l'idée, ça c'est l'objet de la SIC Mobilité, c'est de faire en sorte que l'ingénierie qui va capter que, OK, on est bien dans la même bagnole, on a matché par nos smartphones respectifs, on arrive bien au même endroit, on sait exactement le tonnage de carbone qu'on a économisé sur un voyage, sur l'année, et à partir de là, on va faire en sorte que ce système soit vertueux et que ça profite au territoire, ça profite aux entreprises du territoire, c'est-à-dire que chaque fois qu'on va prendre la voiture ensemble, on va mettre de l'argent de côté pour acheter dans les commerces indépendants ou artisans de la collectivité. Et donc là, quand on regarde le système, on le tourne autour d'un commerce. Ce commerce, il a vieilli, il part à la retraite, la cible de capital risque prend le capital là-dedans. Si c'est un restaurateur, vous allez voir à quel point les flèches vont dans tous les sens. C'est un restaurateur, OK, on l'oblige à faire en sorte que ces déchets, ils aillent dans la cycle méthanisation pour que tout soit méthanisé, que ça fasse du gaz. Parce que les restaurants font beaucoup de fermentescibles. Bref, dès que si c'est un restaurant, il achète à la cycle agricole qui produit localement. Voilà en gros quel est le schéma. Là, ici, c'est quelque chose qui est bien avancé. Les premiers maraîchers, on les installe sur ma commune. Les gens sont en train d'arriver là. J'ai vu leur maison parce qu'ils vont habiter en plus dans une tiny house. Parce que c'est une maison à roulettes, on va les déplacer à des tas d'endroits différents. Et j'ai vu Est-ce que vous comprenez pourquoi je lui ai demandé de venir ce soir? Voilà. Là, je suis disponible pour répondre à vos questions. Ah bah. Qui est-ce qui gère tout ça? Qui est-ce qui gère C'est vous? Comprenez, c'est bien difficile. Des fois, quand on emploie des verbes, pour vous, ça veut dire quoi gérer? Je vais dire, c'est organisé ou comment ça marche? Par application? Je ne comprends pas. Ce qu'il y a de bien, à un moment donné, il faut qu'il y ait un instigateur. Je veux bien revendiquer d'être l'instigateur, mais surtout pas le gestionnaire. En fait, l'objet, c'est qu'une fois que c'est s'il vous plaît, restez sur le chemin. Définitivement, on va rester sur le chemin. En fait, ce qui se passe ici, là, cet opérateur qui est en place, ce qu'il y a de formidable, c'est qu'il n'y a plus personne qui s'en occupe. Ça, c'est génial. C'est moi. Il y a un truc. Il y a quelqu'un qui veut rentrer, non? Non, il y a quelqu'un qui a un téléphone seulement. Non, c'est pas grave. En fait, aujourd'hui, que le truc est en place, les communes ont compris. C'est toi. Il y a quelqu'un qui doit couper un micro. Oui. En fait, aujourd'hui, les communes ont très bien compris qu'avec ça, et qu'elles plantaient auparavant, elles n'ont plus besoin de le payer. Donc, il y a aucune pénurie ici pour que les communes s'inscrivent auprès d'Arbres Paysages pour faire en sorte qu'ils soient pris en charge. Arbres Paysages, avec ça, c'est qu'elle va avoir un chiffre à faire. Enfin, l'association a prévu d'embaucher 2 ou 3 personnes de plus quand même pour traiter ça. Tellement que ça fait un volume d'activité supplémentaire. La SIC Climat Local, elle sait entièrement faire. Nous, on n'a plus qu'une chose à faire, c'est l'agglomération, et c'est le service communication de l'agglomération qui, une fois par an, à destination de toutes les entreprises, dit « Vous voulez compenser carbone, allez voir à tel endroit ». Et ce qu'il y a, c'est que l'opérateur, il est fait pour être indépendant. À un endroit donné, on a donné l'instant créateur. Donc, il m'a fallu quand même près d'1 an et demi pour expliquer comment ça fonctionnait. Personne ne comprenait quand je parlais de ce truc-là. Et donc, il faut insister. Mais tout l'objet des opérateurs, c'est qu'ils soient indépendants et indépendants surtout des collectivités. Parce qu'une collectivité, ce n'est pas fiable. Ça, il faut bien avoir présent. C'est un vice-président qui vous le dit, un maire qui vous le dit. Une collectivité, ce n'est pas fiable. D'abord parce qu'il y a des élections. Celui qui arrive après, il peut régresser tout le temps par rapport à une politique, quelle qu'elle soit.
Mais ce qu'il y a, c'est que là, moi, mon souci, c'est je ne veux pas être patron de ça. D'ailleurs, quand j'ai présenté ça au conseil communautaire de l'agglomération, je dis, voyez, on va créer des tas d'opérateurs. Alors, je dis, avant que vous ayez les yeux qui luisent, dites-vous bien, là, on va créer des sociétés, des opérateurs. Il n'y a aucun élu qui est présent dans la salle qui sera patron d'aucun. Vous ne serez pas le président de ma thèse. Ça va être entièrement affecté à du privé, de l'économie sociale et solidaire, et qui va avoir ce mode de gestion. Aujourd'hui, cet opérateur, il existe. Et, tout d'un coup, la cible climat local, par notre action, s'est pas mal développé, a embauché une personne de plus dernièrement. Mais Rodez est intéressé, Le Havre est intéressé, enfin, des villes dans le centre de la France sont intéressées, parce que le modèle, il est entièrement duplicable et surtout, il n'est pas lié à une capacité de décision d'un élu dont on sait que les décisions sont très volatiles. Voilà. Donc, il n'y a personne qui gère ça. Et c'est toute la force du système, c'est qu'il n'y ait surtout pas un système centralisé. Moi, mon cahier des charges pour ce mandat, c'est de dire, OK, il faut que les opérateurs soient en place d'ici la fin du mandat. Celui-là est en place. Ici, il y en a un qui va être en place dans l'été. Celui-là, je ne sais pas encore, ça c'est à la fin de l'année, ça c'est avant la fin de l'année, ça c'est avant la fin de l'année. Au bout de 2 ans et demi de mandat, sur les 8, il y en a 4 qui seront en place. Pardon, je renchéris par rapport à madame. Mais il n'y a personne qui fait le lien entre les différents opérateurs. En fait, ce qui se passe, c'est que moi, mon objectif de ce mandat, c'est de faire ici, si tu veux, tu as un président d'association et tu as un directeur de la SIC. Ils se connaissent, ils travaillent entre eux. Les deux connaissent le directeur de la SIC, de la coopérative. Et donc, les deux connaissent tous les maires qui peuvent acheter, toutes les mairies, tous les services de la mairie qui peuvent acheter. Moi, à la fin du mandat, il faut que tous les dirigeants de tous ces opérateurs se connaissent et travaillent entre eux. Et à partir de là, je peux quitter mes mandats. Et ça fonctionnera. Toute l'idée, c'est ça. C'est impressionnant. Moi, il y a quand même une question moi, qui m'est venue quand j'ai regardé ça. C'est quand même, et c'est ce que j'ai trouvé remarquable, c'est le fait que toutes les SIC sont liées à un objectif de développement durable, ou 2, ou 3, ou 10 quand on pense à la compensation carbone. Qu'est-ce qui vous a amené à un moment donné à faire ces liens entre les objectifs de développement durable, parce que vous parliez de la pauvreté qui est l'objectif numéro 1, enfin, l'éradication de la pauvreté, mais qu'est-ce qui vous a amené à lier comme ça ce que j'ai trouvé, enfin moi, ce que je trouve absolument remarquable? Alors, d'une part, c'est lié à mes mandats précédents. C'est-à-dire que à l'époque, dans mon premier mandat, parce que je suis à mon 4e, on voit bien qu'il faut quand même arrêter ces choses-là. Dans mon premier mandat, j'avais été un des premiers maires en France à mettre en place un agenda 21. Donc, l'agenda 21, c'est un agenda pour le 21e siècle, c'est une politique de développement durable. Et donc, j'avais été ça entre 2003 et 2005. L'État français a décidé de le labelliser à partir de 2007. En 2007, il n'y en a eu que 30 labellisés, mais je faisais partie des 30. Quoi. Mais j'avais été le premier. Donc, j'avais fait partie de ceux qui, pour l'État français, avaient concouru à rédiger la version française des 17 ODD, les 17 objectifs de développement durable. Donc, je viens de ça. À la région, j'étais le président de la commission environnement et développement durable. Et à la région, j'avais j'avais transformé l'association régionale pour l'environnement à l'agence régionale de développement durable sous forme de SPL. Et c'est là qui était montée à 40 et quelques salariés. Donc, voilà, des applications. Et à la région, j'avais créé une société de capital risque, déjà, dont l'objet essentiel était d'investir dans des capacités de production d'énergie renouvelable. Et on avait financé des photovoltaïques, de la méthanisation, des centrales de granulés bois, des réseaux de chaleur bois, enfin, voilà. Donc, j'ai un passé quoi là-dedans. Alors, donc ça, les gens ne connaissent pas forcément ce diagramme. C'est une manière, voilà, il y a un logotype par objectif, il y a 17 objectifs. Et le premier, quand on parle de développement durable, je vois ça, il y a beaucoup de gens qui disent ah oui, c'est l'environnement, c'est l'écologie, tout comme ça. En fait, c'est pas du tout ça, parce que le développement durable, ça a 50 ans aujourd'hui. C'est un gars que j'ai rencontré à plusieurs reprises, qui s'appelle Denis Miloz, qui a créé qui a écrit le premier livre sur la décroissance. Et donc, c'est pas le Club de Rome. Si, c'est le Club de Rome. Donc, ils ont écrit ce premier texte en 1972 et qui avait expliqué on ne peut pas continuer comme ça avec des ressources qui sont finies et avec l'idée d'une croissance infinie. Donc, à l'époque, ce qui est énorme, quand même, parce que les gens ont oublié,
Qui c'est qui avait financé ça? C'est la Shell. Et donc, c'était des patrons de sociétés pétrolières qui ont dit on va mieux, il faut qu'on réfléchisse différemment. Alors après, quand on voit le saut périphérique qui a été fait entre-temps, c'est juste incroyable. Et donc, j'ai rencontré à plusieurs sommets sur le développement durable, à Aalborg en 2004, à Séville en 2008. Donc, on a échangé autour de ça. À Aalborg, fait partie des élus qui avaient participé. Alors, le problème de ces textes, c'est que ces textes qui sont tous en anglais. Et que quand on les traduit, c'est pas forcément la même chose. Ça, c'est compliqué. Et en 2004 et en 2008, j'avais fait partie de ceux qui avaient traduit. Alors en 2004, c'était les objectifs des collectivités pour le développement durable, à Aalborg. Et en 2008, c'était la préfiguration de ce qu'allaient devenir les ODD, les objectifs du développement durable, qui sont ça. Et alors, dans tous les textes, depuis 1972, ensuite, il y a eu Anne Floto Brundtland, qui était la première ministre norvégienne, qui a fait le rapport sur le développement durable, qui a mis au point ça. Ensuite, il y a eu le sommet de Rio en 92. Ensuite, il y a eu les objectifs du millénaire de Lisbonne. Chaque fois, c'est des listes sur l'objectif. Et l'objectif numéro 1 de tous ces textes, en un, c'est ça, c'est la lutte contre la pauvreté. Toujours, toujours, toujours. Le développement durable, c'est la lutte contre la pauvreté. Le reste, c'est quasi accessoire par rapport à ça. Il y a le seul cas particulier, c'est le texte de Rio 92. Alors, pour remettre ça dans le contexte, et puis il y a une actualité qui va avec. Rio 92, on est 3 ans après la chute du mur. On est 5 ans après le texte d'Otto Brundtland qui a été fait en 87 avant la chute du mur. Et donc, ils avaient mis en parallèle la lutte contre la pauvreté et la promotion de la démocratie. Je pense que dans les deux, on a manqué. Voilà. Et donc, chaque fois, ce que j'essaie de faire pour que ce soit pédagogique, chaque fois que je fais une action, je fais le lien que ça peut avoir avec un des 17 objectifs de développement durable. Alors, depuis que le plan a été présenté, en fait, on a ajouté un 9e opérateur dans le domaine culturel. Et sur Albi, on a un festival assez sympa, quoi, qui a un chiffre d'affaires de 6 millions d'euros, qui est sous forme associative. Et donc, on en est devenu actionnaire, enfin, on a délibéré pour en devenir actionnaire, et il va devenir aussi une société coopérative d'intérêt collectif, là, d'ici l'été. Donc, c'est un 9e opérateur. C'est vraiment une volonté à la fois de rentrer dans une démarche de développement durable, mais à la fois le choix de la coopérative est lié au fait de le conserver. C'est ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand il y a une coopérative, elle ne peut plus vous échapper. C'est ça. Elle ne peut pas quitter le territoire, elle n'est pas vendable. Voilà. Et donc, pour les acteurs culturels, c'est important. Alors, dans les partenaires que je n'ai pas cités, le partenaire qui joue vachement bien le jeu. Alors, le premier des partenaires, c'est l'URSCOP, l'Union régionale des scopes de Méditerranée, qui est un partenaire sur l'ensemble. On a la chambre de commerce, la chambre de métier. Alors là, ça leur plaît énormément. Alors qu'ils sont dans l'économie traditionnelle, on les pense un petit peu figés là-dedans, mais on est à 1000 bornes de ça. Ils sont vraiment avec nous sur ce projet-là. Et maintenant, force est de constater que des collectivités, des communautés de communes autour d'Albi viennent regarder ce qui se passe. Est-ce qu'il y a des questions en visio? Parce que dans la salle, c'est plus facile. Est-ce qu'en visio, vous auriez des questions peut-être Je n'en vois pas. Vous avez asséché tout le monde. C'est tellement, c'est tellement dense. Et tellement, il y a plein de gens qui sont partis en disant ils vont relire, ils vont réécouter. Allez-y. C'est hyper riche, mais moi j'ai plein de questions. C'est juste que c'est très riche. Pour personnellement, il va y avoir un peu de temps pour gérer. Mais alors, déjà, première question, est-ce que vous venez à la projection de votre documentaire? Oui. Après, Ah bah oui. Et vous parlerez après, il y aura un débat ou... Oui. D'accord. Okay. Et après, on se retrouvera ici autour d'un verre et de bricole si vous le souhaitez. Il y a 3 débats. C'est une soirée caviar entièrement cavillesque. Et le film n'a rien à voir avec ça. Hein. Oui. Ah non, mais on est bien d'accord. Ouais. Ce qui fait que vous pourrez discuter de 2 thèmes. En fait, du coup, ma question, parce que c'est vrai que je partage le constat, c'est assez phénoménal ce que vous avez monté, lié, etc., dans tous les domaines, en fait, dans plein de domaines. Qu'est-ce que, pour vous, ont été les points forts de votre action? Qu'est-ce qui vous a aidé dans la mise en place de tout ce que vous avez cité en termes de sites? Et qu'est-ce qui, peut-être, est un frein de votre expérience? Voilà, qu'est-ce qui vous a aidé à monter tout ça? Ce qui m'a aidé le plus, c'est que je suis un vieil élu. Donc, comme je suis le plus ancien, tous les nouveaux qui sont arrivés,
le premier truc sur 10, s'il le dit, c'est que ça doit être vrai. C'est croquignon d'être présenté comme ça. Et alors, la plupart des nouveaux qui sont arrivés, mais dit pourquoi vous ne l'avez pas fait plus tôt? Donc voilà, donc j'ai profité du fait que on n'a pas le temps. Bon, je plaisante, pardon. Mais le fait de bien connaître les rouages et de comment ça marche, ça aide énormément. Bon, j'ai une vie professionnelle et publique qui fait que j'ai toujours été en ça. Il y a 10 ans, à peu près, entre toutes les structures que j'avais, maintenant j'ai 22 ans, je vis plus cool, j'ai une activité de consultant et puis une espèce de demi-retraite, je ne sais pas si on peut appeler ça à la retraite, mais bon, mais où j'ai une activité de consultant, mais il y a 10 ans, entre toutes les activités associatives, coopératives ou privées, j'avais une centaine de salariés. Donc, quand je discute avec les chefs d'entreprise, voilà, ils me comprennent, quand je discute avec des dirigeants d'associations, ils comprennent aussi, avec des sociétés coopératives, ils comprennent aussi. Enfin, voilà, donc c'est l'avantage de l'âge, voilà, je peux dire ça comme ça. Bon, ça, c'est l'avantage principal. Et puis, surtout, là, je reviens plus sérieux, c'est, je crois, finalement, une très bonne connaissance du terrain. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand on fait de la politique, le truc qu'il faudrait avoir, c'est arriver à faire le diagnostic de son territoire. Ça, les gens refusent de faire ça. D'abord parce que quand on est élu du territoire le plus beau du monde. Bon. Et donc, un jour, il faut tomber la courroie et se dire, finalement, ton territoire, il n'est peut-être pas si joli que ça. Et ça, on a un mal fou à le faire. Et donc, c'est d'arriver à analyser quels sont les points faibles du territoire. Les gens ne l'acceptent pas. Quand j'ai dit à mes collègues de l'agro qu'on avait le plus mauvais territoire énergie positive de Midi-Pyrénées, parce que le territoire n'est pas sur toute l'Occitanie, mais que sur les 8 départements de Midi-Pyrénées, pourquoi tu dis ça? Enfin, tu dis du mal du territoire? Je dis non, je ne dis pas du mal du territoire. Je lis les stats. On regarde les stats. On est à 7%. Bon. Et si tu enlèves la commune du séquestre, vous êtes à 3%. Donc je fais partie du territoire. Donc, c'est ça qui est terrible. Donc, c'est pas bon d'être à si mauvais score. Et il dit, ouais, mais bon, on fait ce qu'on peut. Je dis, oui, c'est sûr, on fait rien. C'est ça, faire ce qu'on peut, tu vois, ça consiste à rien faire. C'est une manière simple de dire, on fait ce qu'on peut. Bon. Et donc, c'est de dire avec des chiffres concrets, parce que dans toutes les fiches, on les a enlevées. Il y a un truc qui, pour moi, est très important. Alors, c'est mon passé d'ingénieur, c'est que quand je crée une action sur la commune, mais dans l'aglo, systématiquement, il y a un indicateur. C'est-à-dire que si oui, tout à l'heure, pour le plus simple, c'est pour les arbres. OK, on va planter tant de milliers d'arbres. Et donc, l'indicateur, c'est est-ce que j'ai tenu mon engagement de campagne ou mon engagement vis-à-vis des autres ou pas. Voilà, il y a 20 ans, j'ai une commune qui est plate. Bon, très bien. Et j'ai dit, voilà, on va attaquer un plan cyclable sur les 20 ans pour faire en sorte que 40% des routes et rues de la commune soient bordées de pistes cyclables séparées. Pourquoi j'avais dit 40? Je ne sais pas. J'avais de la température, je devais avoir 40, j'ai dit 40, je ne sais pas. Enfin, c'est insensé parce que la ville la plus cyclable de France, c'est Strasbourg, qui est à 17%. Voilà. Là, donc 40, c'est. Voilà. Mais aujourd'hui, on est en 2022, sur ma commune, on est à 37%. Parce que j'ai mis en place l'indicateur et j'ai regardé chaque année combien on rajoute de mètres linéaires, combien. Voilà. Et à la fin des fins, l'avantage de l'indicateur, ça prouve que vous ne tenez pas parole. Et donc, là, toutes les fiches, là, quand vous si vous voulez défiler, vous allez voir. Alors, c'est la version sommaire, mais. Voilà. Donc, ici, les indicateurs à suivre, c'est le nombre d'entreprises soutenues, le nombre d'emplois maintenus et l'effet levier par. Alors, ça, c'est que des chiffres. Hein. C'est-à-dire que l'effet levier, c'est-à-dire si je mets 20 000, combien les autres mettent. Et donc, c'est une fois que c'est parti, que l'opérateur est parti, on met en place un indicateur. Ce qui permet de mesurer si l'opération qu'on a mis en place, c'est une photo dans le journal du coin ou si c'est des chiffres des vrais. Pour faire une photo dans le journal du coin, c'est très facile. Comme vous êtes élu, il y a toujours un correspondant. Vous dites, ah mais regarde, j'ai planté un arbre et il pousse en coude. Ça c'est drôle. Allez, on va faire une photo. Ça, c'est pas la politique, c'est passer dans le journal. Tandis que si vous faites ça, Gaëtan qui vous fait une remarque que je trouve tout à fait liée à ce que vous venez de dire. C'est rare de rencontrer un élu comme vous. Je pense que c'est un peu ce qu'on pense tous. Est-ce que vous faites, ça s'inscrit dans la revitalisation d'un territoire rural? Est-ce que on peut dire ça? Je pense au désert de Ducos. Donc, je me dis, est-ce que vous pouvez créer une cible qui pourrait permettre, vous voyez, et je pensais à ça tout d'un coup. Alors, je vais vous répondre en deux temps. Ouais. Quand j'ai été élu, il y a 21 ans, comme jeune maire, je me suis dit, tu vas faire le tour des maires du coin pour voir comment il faut faire pour être un bon maire. Alors, je suis allé voir des maires qui, aucun n'était encarté politique.
Alors, il y en a un qui m'a dit, qui était un peu âgé, il me dit, vu l'âge que tu as, choisis-toi 2 adjoints, fais en sorte qu'ils se disputent le plus possible et tu vas être maire pendant 20 ans. Donc, bon. Alors, les adjoints, je les ai toujours bien entendus pendant 20 ans et je suis toujours en place. Donc, bon, je me dis, avec toi, je n'ai pas appris grand-chose. Bon. Et je suis là, en bord d'autres, des gens très sympathiques. Et là, par contre, j'avais une question à tous. Je leur dis, mais qu'est-ce que tu penses des déserts médicaux? Ça nous guette, ça, ici? Bon, ici, on est à Lille, toi, il y a les cliniques, hôpital, ça marche vachement bien. Non, on n'est pas concerné par ça. Alors, moi, j'ai un réflexe un peu atypique, peut-être. Quand tout le monde me dit pareil, du coup, ça me fout un doute. Bon. Et à l'époque, sur ma commune, j'avais 2 médecins et une pharmacie. Et là, je me suis dit, ça, c'est pas beau. Voilà. Et donc, à titre perso, à titre familial, on s'est mis à prospecter pour avoir plus de gens qui sont autour de ça. Aujourd'hui, en France, j'ai la 2e densité de profession médicale derrière Paris. Pour 1900 habitants, on a 47 professionnels de santé. J'ai 5 médecins, j'ai 5 infirmières, 2 dentistes, bientôt une 3e, j'ai 11 radiologues, 47 professionnels de santé. Des cabinets médicaux? Oui. D'un regroupement? Non. C'est qu'on est allé les prospecter un par un. Ça va première partie de la question, c'est-à-dire que si on veut avoir une politique dynamique à ce domaine-là, c'est possible, y compris sur un petit territoire. Et là, maintenant, ce que je suis en train de voir, c'est que les professions médicales veulent de moins en moins s'installer, veulent être salariés. Veulent être salariés, toucher moins, mais beaucoup plus que la moyenne, et travailler 3 jours par semaine. Je vois beaucoup de professionnels de santé qui ne veulent pas plus travailler que 3 jours par semaine. Bon. Et donc, ça, on est en train de voir apparaître des cycles de médecins, des cycles d'ambulanciers, des cycles de vétérinaires, pardon, pour faire un cadre très large à la santé en mettant les vétérinaires dedans, mais pour faire en sorte qu'on arrive à intéresser des gens pour des besoins qui sont des besoins très importants de la population. Et oui, dans le mandat qui suit, je suis sûr que le plan SS, il faudra qu'il y ait des sites santé. Aujourd'hui, on n'est pas concerné parce qu'on est doté sur la ville-centre. C'est que moi, en tant que commune, je suis surdoté et que je continue à prospecter là-dedans. Mais oui, il y aura également dans ce champ-là à trouver des solutions dans l'économie sociale et solidaire. Alors, il y a Pascal Balator qui pose une question. Comment sont construits les indicateurs? Comment sont-ils partagés et intégrés par la majorité des élus, techniciens et surtout les citoyens? Alors, là, tout à l'heure, quand vous avez posé la question comment c'est géré le truc, s'il n'y a pas de gestion du système, il y a quand même un comité de pilotage qui est mis en place avec d'autres élus de la communauté d'agglomération, un qui s'occupe de la mobilité, un qui s'occupe des commerçants, un qui s'occupe de l'agriculture, pour faire en sorte qu'il y ait un comité de pilotage pour accompagner mes errements de réflexion. Vous voyez, parce qu'il ne suffit pas que ce soit un vice-président, fut-il maire du séquestre depuis 20 ans, qui ait des idées à la noix. Donc, avant de mettre en application, je présente ça à un comité de pilotage. Et donc, c'est dans ce comité de pilotage où on définit quels sont les indicateurs. Et à partir de là, on juge de la pertinence dans ce comité de pilotage. Pour ce qui est de la mise en place des citoyens, alors, je peux vous dire des choses qui vont pas bien vous plaire. Quand j'ai fait le premier agenda 21, entre 2003 et 2005, il a été labellisé parce que c'était un des plus participatifs de France. Voilà. Et bien ça, j'ai aucune honte à le reconnaître, c'était du flan. Ce n'est pas vrai du tout. Alors, j'avais fait des réunions publiques, des réunions de participation, des groupes de travail. Mais à la fin, alors maintenant, l'horreur absolue, c'est ce qu'on appelle les budgets participatifs. Voilà, moi, je les dénonce chaque fois que je suis sollicité là-dessus, je les dénonce comme un scandale. C'est le contraire de ce qu'il faut faire. C'est le contraire de ce qu'il faut faire. Alors, je vous explique pourquoi la participation citoyenne, j'ai un cran un petit peu différent. Pas un cran arrière, mais un cran un petit peu différent. Quand j'ai fait le premier agenda 21, on a associé énormément de la population. Le projet d'agenda 21 a été écrit par 10% de la population adulte de ma commune. Ce qui est, ça commence à faire, d'accord? Mais voilà, ça, je présentais ça comme un point fort de l'agenda 21 et tout le monde a repéré que c'était un énorme point fort de l'agenda 21 du séquestre. Le thème du film, je vous invite à venir le voir, c'est pourquoi les gens ne votent plus. Et bien, c'est à cause d'imbéciles comme moi qui ont fait ça, entre autres. Pourquoi? Parce que faire un projet avec 10% de la population, c'est une manière simple de mesurer que je ne l'ai pas fait avec 90% de la population qui n'est pas venue.
Et donc, quand vous mettez en place un budget participatif, je vois que tous les départements, toutes les grandes villes font leur budget participatif. Voilà. Alors, je vous explique pourquoi c'est un du flanc et deux, un énorme scandale. Il est proposé souvent au monde associatif de proposer des projets, que les projets sont mis sur une plateforme Internet et que les gens votent, cliquent, et plus ils cliquent, plus vous allez avoir de l'argent, vous allez être sélectionné. Alors, avec ça, vous subventionnez que les riches. En clair, l'association qui a énormément d'adhérents, elle va se faire multicliquer pour une idée imbécile, et un type seul, ou une femme seule, va avoir une idée géniale, et il aura son clic et personne d'autre. Et donc, aujourd'hui, moi, ce que je dis, c'est que ce qu'il faut faire, c'est par rapport aux populations, il faut les écouter avec une approche sociologique. Surtout pas statistique et surtout pas quantitative. Oui, exactement, mais participatif, il y a un côté de concurrence déloyale en plus. Et donc, si vous voulez, quand vous écoutez quelqu'un, dans le film, il y a un moment qui est assez étonnant sur le changement climatique où un jeune dit que bon, lui, le changement climatique, presque ça l'arrange parce qu'il aime bien la chaleur, il n'aime pas la chaleur. Bon. Alors, ça paraît très drôle comme ça. Et donc, je vois bien que quand on fait des éléments de participation sur les économies d'énergie, sur comment rénover les maisons, tout le monde est d'accord pour il faut rénover les maisons, il faut économiser l'énergie. Mais moi, les pauvres de mon village, ils ne me disent pas ça du tout. Moi, les très pauvres de mon village, ils me disent qu'ils espèrent que le changement climatique, le réchauffement climatique, il va arriver plus tôt parce qu'ils ne peuvent pas payer le fioul. Et là, c'est une autre histoire qui se raconte. En fait, ce qu'il faut arriver à faire quand on est élu, et je reviens sur les indicateurs sont faits pour que les électeurs, les citoyens, puissent contrôler ce que l'on fait par rapport à ce que l'on a dit. Et il faut les rendre publics. Il faut les rendre publics pour qu'à l'élection d'après, si on n'a pas tenu nos objectifs en termes d'indicateurs, ils nous virent. Mais par contre, la participation en amont, ça consiste surtout à écouter les mots que les gens emploient pour dire quel est leur problème. Aujourd'hui, quand les gens vous parlent du changement climatique et qu'on voit par exemple, on file des primes de 7 000 € pour les voitures électriques. Ben voilà. Je ne connais pas grand-chose de plus imbécile que ça non plus. Voilà. Alors, quand j'ai vu qu'il se faisait ça, c'est quoi filer 7 000 € pour quelqu'un qui va acheter une voiture électrique? C'est donner 7 000 € aux 1 ou 2% plus riches du pays pour s'acheter une voiture très chère, en plus avec des batteries qui sont faites en Pologne quand c'est des Zoé et en Chine quand c'est des Tesla. Bon. Alors moi, j'ai fait un truc contracyclique complet. Depuis le 1er janvier 2021, j'ai mis en place un système d'aide pour les voitures vieilles. Les voitures qui ont plus de 12 ans, elles peuvent être au diesel, s'il y en avait au charbon, je les prenais au charbon aussi. Et les voitures qui ont plus de 12 ans, sous condition d'un contrôle technique valide, je prends en charge la moitié de leur réparation pour faire en sorte qu'ils luttent contre un autre scandale qui est l'obsolescence programmée des véhicules. Et donc, moi, ce que je leur dis, vous êtes pauvres, je ne vais pas vous faire voir que vous êtes pauvres. Vous avez une voiture que vous avez achetée d'occasion, parce que vous ne pouviez pas vous acheter une neuve. On ne parle même pas d'une électrique. Même pas d'une électrique. Et donc, cette voiture qui a fait 200 000, il faut que vous arriviez à 300 000. Et donc, moi, je vais vous aider et je vous finance les réparations, les révisions, le changement de pneus à hauteur de 50%. Et donc, aujourd'hui, c'est une aide, toutes les semaines, j'en ai une à signer. Et en fait, là maintenant, ça fait donc 14 mois que l'aide est en place. J'ai commencé un peu à parler avec des gens qui avaient eu cette aide. J'ai dit oui, mais finalement, je vais la faire durer. Il y a plusieurs qui m'ont dit je vais la faire durer. Et ils avaient imaginé la changer. Mais dites-vous bien que tous ceux qui avaient imaginé la changer, des quelques-uns avec qui j'en parlais, ils ont imaginé changer la voiture en question par un véhicule d'occasion de moins de 5 000 €. Ils n'étaient pas en train d'acheter une voiture neuve. Une voiture d'occasion de 5 000 €. C'est ça qu'ils étaient en train d'acheter. En fait, de parler de la pauvreté, ça invite à regarder les mots que les gens emploient pour dire leur peine, pour dire leurs difficultés, de prendre le temps de les écouter sans répondre. La difficulté quand on est élu, enfin, je vous ai fait une belle démonstration ce soir, c'est quoi l'élu? C'est un type qui parle. Bon. Et quand vous êtes avec vos citoyens, il ne faut pas parler. Et essayer d'entendre pour peut-être comprendre. C'est compliqué. Est-ce que vous avez réussi à intéresser des jeunes à tout ce que vous faites et le monde de l'enseignement aussi, les écoles et tout, pour qu'ils se mettent ça dans la tête très vite? Alors, certainement un peu, parce que la commune du séquestre, indépendant d'avoir un nom bizarre, c'est pas. En plus, j'ai pas d'église. J'ai rien à visiter, moi. J'ai pas d'église, pas de château, rien. Bon. Mais
je vois bien qu'il y a des gens qui viennent visiter la commune, que ce soit des jeunes, des écoles, 1 ou 2 fois par mois, depuis maintenant un peu plus de 15-16 ans, parce que les expériences qu'on a menées, les innovations comme ça à la voiture, on en fait 2-3 par an depuis 20 ans. Donc, sur la tarification de l'eau, sur la manière d'engendrer de la biodiversité, sur le bio. Enfin, j'étais la première cuisine sans plastique du sud de la France. Quoi. Voilà. En fait, vous prenez les problèmes en prenant du recul et donc pas dans ce que l'on a aujourd'hui sur un plan politique, l'immédiateté pour avoir des électeurs qui vont voter. Mais vous voyez les choses à plus long terme et surtout moi, c'est ce que je vois, c'est que vous le liez à quelque chose qui est sur véritablement l'intérêt de la collectivité ou tout au moins de vos citoyens. C'est-à-dire que si je prends, moi, la SIC mobilité, par exemple, et la compensation carbone, j'ai plus de mal à l'appréhender. Par contre, la SIC mobilité, c'est juste hallucinant de penser que ça devrait être développé partout. Et la question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi vous ne faites pas école nationalement? Mais c'est compliqué. Hein. Mais mettez-vous à la place des autres. Parce que, et la deuxième question, c'est d'où sortent les 2,5 millions? Mais déjà, les 1,5 million, comment vous avez fait pour… Parce que c'est ça aussi, une vraie question. Mais c'est rien, quand même, il ne faut pas déconner. Le budget de l'agglomération d'Aldi, le budget d'investissement de l'agglomération d'Aldi, c'est 25 millions d'euros par an. D'accord. Moi, je vous parle d'une série. Votre communauté d'agglomération, elle doit être beaucoup plus. À 60 ou 70 par an. Donc, je ris, vous n'allez pas me casser les pieds. Tout ce que vous coûtez avec les routes, qui ne servent à rien, à part passer des voitures, moi, je vous donne 2,5 millions au début. Depuis, je demandais plus. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est rien. Il faut quand même avoir la proportion des choses. Ouais, mais c'est quand même hallucinant. Et quelles seraient les raisons qui feraient que certaines communes ne seraient pas d'accord pour appliquer un tel modèle? En fait, parce que c'est compliqué, le phénomène électif en France, c'est que c'est difficile de se dire, mais je vais pouvoir le faire. Quoi. Le coût des voitures, il y a un syndicat national des garagistes, des artisans garagistes. Ils ont dit, eux, ils avaient fait une proposition au moment des Gilets jaunes en disant, mais il faudrait que des élus arrivent à comprendre comment entretenir les voitures. Et donc, ils ont dit, on a trouvé le maire qui a su faire ça. Ils ont envoyé ça aux 35 000 maires de France. Il n'y en a pas de deuxième qui a fait encore. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, c'est tellement logique, ça, de réparer les voitures et de maintenir la voiture, parce qu'on le voit tous quand on est… mais le nombre de maires qui m'appellent pour me dire c'est génial et qui ne le font pas, toutes les semaines. Je vous rassure, il y a plein de gens qui trouvent que Cavilla c'est génial et personne ne ont peur. Mais c'est compliqué. Imaginez un maire qui ne maîtrise pas la technicité de ce qu'est l'obsolescence programmée d'un véhicule. Parce que, 689 millions pour la CAPB. C'est juste pour vous. Vous voyez tout à l'heure, quand moi je faisais une erreur. Non, mais ça, c'est le budget. C'est pas le budget. Non, c'est le budget, ouais. Mais oui, c'est énorme. C'est sûr. Qu'est-ce que c'est 1,5 million là-dedans? Ouais, non, c'est pas. Et donc, si vous voulez, moi, quand les gens ont commencé à m'attaquer sur la voiture, les journalistes sont arrivés me disant mais la voiture électrique, alors je dis oui, mais la voiture électrique, le jour où vous l'achetez, il faut comparer ça en tonnes de CO2. Voilà. Le jour où vous l'achetez, ce jour-là, avec votre voiture diesel, c'est comme si vous aviez fait 240 000 km. Donc, vous venez de dépenser 240 000 km de voiture diesel de CO2. Alors, c'est sûr, sauf que ce que les gens ne savent pas, c'est que quand vous achetez une Zoé, par exemple, quand vous achetez une Clio, une Clio, toutes les voitures depuis l'an 2000 sont faites pour pouvoir faire 500 000 km, toutes. Mes copains des arts et métiers qui travaillent dans l'automobile m'ont dit le monde de l'automobile, c'est fait pour faire 500 000 km si on n'a pas d'accident et si on l'entretient. D'accord? Mais toutes les pièces de la voiture. Ça veut dire les pneus, il faut les changer, bien sûr. Voilà. Mais l'amortisseur, la courroie de distribution, il faut la changer, ça fait partie de l'entretien, etc., etc. Et le moteur, il peut tenir. Le siège aussi. C'est-à-dire que les sièges de devant sont faits pour durer 10 000 heures. Vous pouvez y être assis 10 000 heures dedans parce qu'on compte que vous êtes à 50 km en moyenne. Donc, si vous faites 500 000 km, ça veut dire que vous allez rester 10 000 heures assis dans la voiture. Donc, les sièges avant sont faits pour tenir 10 000 heures. Ceux de derrière ne sont pas faits de la même façon. Ils sont faits pour tenir que 5 000 heures. Pourquoi? Parce qu'on sait que derrière, il y a moitié moins de monde que devant. Au plus. Une voiture électrique, comme on sait qu'elle fait 150 000 km, ce n'est pas les mêmes sièges de voiture électrique. Et vous ne pouvez pas faire plus de 150 000 km avec une Zoé. À cause des sièges, il faut la changer.
Donc, si vous voulez, quand j'ai mes collègues maires à qui j'explique tout ça, ils ont juste peur de le faire. Et donc, ce que je fais, c'est que je n'explique pas ce détail-là, parce que plus on explique dans le détail, plus on se dit, c'est tellement compliqué que je vais passer pour un con. Voilà. Et donc, même faire l'aide de 100 €, je ne sais pas, je pense qu'il y a une centaine de maires qui m'ont appelé ou d'adjoints pour le faire, et ils disent, je vais voir si je vais arriver à convaincre les collègues. Et ils ont peur. Je parle des collègues dans les groupes majoritaires, je ne parle même pas de l'opposition. Donc, c'est compliqué. Ils ont peur parce qu'ils ne sont pas convaincus, non? Parce qu'ils maîtrisent. Déjà une maîtrise, voilà, la maîtrise. Non, mais c'est pas ça. Mais vous êtes dans un monde où si vous n'êtes pas pour la voiture électrique, c'est que vous êtes un âne. Quand même. On essaye de vous faire croire que c'est l'alpha et l'oméga. C'est parce qu'aujourd'hui, comme l'industrie automobile ne marche pas bien, ils vont essayer de trouver un nouveau modèle pour les emplois qui sont liés à cette industrie qui a plein d'emplois. Mais ce n'est pas vraiment pour les produits. Alors, oui, je faisais un parallèle avec ce qu'on a vécu un peu plus fort pour que ceux qui sont là puissent entendre. J'essaie de faire un parallèle avec les expériences qu'il y a eu ici, puisque c'est vous dans les choses que vous avez indiquées. Il y a eu des expériences ici et réussies. La différence que je vois, c'est que d'abord, il y a eu ici une question de mentalité à changer. Au niveau des habitants, je veux dire, au niveau des citoyens, la plupart n'étaient pas prêts initialement à se lancer dans des opérations pour lesquelles, voilà, qui découvraient finalement. Donc, c'est la première question. Est-ce qu'il y avait chez vous un écosystème qui était plus favorable? Est-ce qu'il y avait une capacité à faire que les gens étaient plus volontiers entrepreneurs ou qui étaient prêts à s'engager dans des opérations collectives? C'est ma première question. Bon, la réponse est non. Hein. Non. Alors, les mentalités, il a fallu les bousculer comme c'est pas permis. Hein. Bon, donc ça, c'est quand même un peu. Deuxièmement, ensuite, les initiatives que nous avons vues, je connais bien aussi, et qui existent à l'heure actuelle, elles ont comme caractéristique que souvent elles ont été montées par des petites unités au départ, des associations, des SCIC, des SCOP, on retrouve un petit peu tout ça. Mais il a fallu qu'elles rament, si vous me permettez l'expression. C'est-à-dire que vraiment, il a fallu qu'elles fassent leurs preuves petit à petit. Et parce qu'elles faisaient leurs preuves, un jour, elles ont eu l'adhésion du conseil régional ou de l'aglo ou de la CCI dans des situations etc. Donc, mais ça s'est fait, vous voyez, et je ne connais pas d'exemple, j'en connais quand même pas mal, mais je ne connais pas d'exemple qui ait été fait initié par les élus. Oui. Je ne connais pas. Ça existe peut-être. La preuve. Ça n'existe pas. Ici, je veux dire. Ici, non. Ici, on est quand même dans un territoire. On est dans un territoire fertile du point de vue. Ah, mais complètement. Ah oui. Complètement, mais les initiatives, elles arrivent ici, elles arrivent effectivement, c'est toujours de la base. Là, ce qui est super intéressant, c'est que moi souvent, moi je me dis, il faut, c'est un mouvement, c'est une volonté politique aussi. Et donc voilà, c'est important. J'ai fait beaucoup de choses, donc je les ai fait sans le faire exprès. C'est-à-dire que quand j'ai créé la société de capital risque avec la région pour investir dans les énergies renouvelables, je l'ai su qu'après l'avoir créé, ça n'avait jamais été fait. Et d'ailleurs, les journalistes qui sont tombés dessus comme des étourneaux sur la vigne, ils ne sont pas venus pour voir comment on finançait des énergies renouvelables. C'est comment on avait fait ça. Quoi. En fait, l'objet ne les intéressait pas. La forme. Ouais, c'est ça. Je pose une question, on peut expliquer, mais n'y voyez pas le truc. Est-ce que vous avez pris des bouillons? Pas beaucoup, finalement. Si, mais pas beaucoup. Au début, un bouillon, alors des bouillons, après ils sont individuels ou collectifs. Il y en a un que j'ai mal pris, mais je suis pour rien et je ne suis pas d'initiative, c'est quand on est passé de la réglementation thermique de 2012 à la réglementation environnementale de 2020. Ça, c'est un scandale. C'est alors, je ne sais pas si vous êtes qui sont pro Macron, ici c'est le scandale macronien ambiant. C'est-à-dire qu'ils ont dit qu'ils faisaient une loi qui était plus contraignante pour les questions énergétiques environnementales et elle l'est moins. Et elle est scandaleuse. Et donc, moi, j'avais participé à la rédaction de la RT 2012. Et donc, alors là, ça a été une rupture de la consommation des maisons. Et là, on a fait un truc qui est scandaleux, qui est un truc, c'est du flamme. Voilà. Et avec un truc particulier, c'est qu'aujourd'hui, vous avez les constructeurs de maisons qui ne savent quasiment pas construire. Et les architectes qui vous posent des plans et des permis de construire aujourd'hui,
ils sont avec le prix au mètre carré de construction qui est près de 15 à 25% plus cher. Donc, déjà qu'on n'arrive pas à habiter pour les jeunes ou les foyers modestes, ça, voilà. Même le logement social est devenu plus cher. Voilà. Alors, pardon, c'est un bouillon. Voilà. Pour moi, je le vis comme un bouillon parce que comme j'avais créé le premier écoquartier du sud de la France en 2004, j'avais été associé à toutes les réglementations énergétiques qui avaient eu lieu. Et donc, à celle de 2012, j'avais pesé vraiment. Et donc, voilà, j'ai été déçu de ne pas en être de la RE 2020. Et j'ai été associé parce que, enfin, voilà, mais c'était inaudible, quoi. Donc, ouais, ça c'est rageant, quoi, voilà. Vous êtes le seul en France à appliquer ce modèle mais non, il y en a d'autres. Enfin, tout à l'heure, quand je parlais de la société de capital risque, il y a la même à 50 km d'Albi qui se fait dans le sud d'Aveyron. La SIG de commerce artisanal, il s'en fait une à Langogne, il y a une autre à Montélimar, qui est un peu pareil. Là où c'est un peu original, c'est que moi, je l'ai fait tout en même temps. Oui. Voilà, ça, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire d'Occitanie a dit que c'était le seul cas qu'ils connaissaient. Bon, ce qui est original, c'est aussi le fait d'avoir mis des axes. Moi, c'est ce slide-là qui me paraît super intéressant aussi, parce que dans les transmissions d'entreprise dont vous avez parlé au début, et qui sont un vrai problème dans beaucoup de lieux, bon, les clauses sociales, je passe parce que c'est quelque chose qui devrait même plus poser de questions, mais la transmission d'entreprise, c'est quand même quelque chose d'important. Et dans les outils de compensation carbone réinjectés dans des projets locaux en faveur de la biodiversité, ce que vous avez expliqué tout à l'heure, enfin, c'est incroyable que ça ne soit pas développé, quoi. Enfin, moi, honnêtement, je pensais connaître un peu l'ESS. J'ai lu ça, je me suis dit, aïe, on est loin, mais on est très, très loin. Et l'une des raisons pour lesquelles on est très, très loin, c'est une discussion qu'on a eue hier soir, et je reviens là-dessus parce que, voilà, l'un des points essentiels que nous oppose souvent, nous qui essayons de faire des projets, on nous dit, ah, mais on ne finance pas. Le fonctionnement. On ne finance que l'investissement. On est quelques-uns. Et la réponse de M. Poujade. Et là, vous allez halluciner. Je vous en prie. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une directive européenne qui consiste à pousser toutes les collectivités de ne pas financer le fonctionnement. Et donc, une région, elle signe tous les 4 ou 5 ans un contrat de plan État-région. Et si les collectivités de la région en question n'appliquent pas ça, elle ne touche pas les subsides européens. Donc, c'est un chantage qui est... Et donc, en fait, mais pourquoi c'est fait comme ça? C'est fait parce qu'en fait, qui c'est qui rédige ces directives? C'est les cabinets conseils. Là, je crois que c'est McKinsey qui a rédigé celle-là. Parce qu'en fait, dans un budget de collectivité, vous avez 2 budgets. Il n'y a pas un budget, il y en a 2. Il y a un budget de fonctionnement et un budget d'investissement. Et donc, ce que dit économiser sur le fonctionnement pour pouvoir investir. Bon, ça a l'air vertueux. OK, plutôt que d'embaucher des types dans des bureaux, il vaut mieux faire des routes neuves. C'est la manière truculente de le dire. C'est un énorme mensonge. Ça, tout le monde le comprend parce que dans les bureaux, il n'y a que des feignants, tout le monde le sait. Et les routes, tout le monde en a besoin. Bon, très bien. Alors, on sait que les deux sont faux. Mais ça fait bien, ça passe bien quoi, dans le message politique ambiant. En fait, ce qui se passe, c'est que vous avez une association qui a envie de faire, nous on a ça sur l'agglomération, on a une association qui voulait faire l'observatoire de la vacance commerciale. Et donc, l'agglomération, la ville surtout, lui a dit non, parce que c'est une association qui ne finance pas du fonctionnement. Et là, on vient de payer 70 000 € un cabinet pour nous faire la même chose. Sauf qu'ils ne sont pas d'ici, ils connaissent strictement rien, et on a appris que dans les zones périphériques, le parking était gratuit, qu'en centre-ville, il était payant. On payait 70 000 € pour prendre ça. Il nous semblait être plusieurs élus à l'avoir remarqué avant. Mais par contre, ce qu'il y a, c'est que les McKinsey ou tous ces trucs, c'est eux qui touchent les sommes d'investissement et les études d'investissement. Et il y a un scandale là de ce gouvernement, en fait, de ce quinquennat-ci, là, sur la somme colossale, qui sont en milliards d'euros, je ne me rappelle plus le chiffre, quoi, de milliards d'euros d'études qui ont été commandées. Ça fait partie des scandales. Donc, filer du fonctionnement à une association, c'est se mettre. C'est pas interdit. Oui, ça, voilà, mais les collectivités, comment dire, ont beaucoup plus de comptes à rendre à la région, à l'État et à l'Europe pour pouvoir allouer ces subventions de fonctionnement. Et donc, tous les DG, directeurs généraux, directeurs généraux adjoints que je connais, ils ne veulent pas s'emmerder avec ça. Ils disent aux élus, non, pas de fonctionnement. Et c'est devenu maintenant une phrase, ils disent, voilà, on fait attention de ne pas financer le fonctionnement. Comme si c'était une vertu. C'est juste une connerie, mais on la présente comme une vertu.
Mais voilà, donc je pense que vu ta tête, Delphine, tu as la même réaction que moi. Je pensais que c'était important qu'on en reparle ce soir parce que moi, je suis tombée des nues, quoi. Parce que c'est tellement quelque chose, et on le comprend mieux, parce qu'effectivement, on le comprend mieux. Il y a énormément, à chaque fois qu'on fait quelque chose, qu'on va quelque part, on nous dit, oh, on va faire une étude. Et je ne comprenais pas pourquoi on faisait à chaque fois référence à un cabinet parisien, un cabinet toulousain, un cabinet bordelais, etc. Ben maintenant, on a compris. Oui, ben oui. Et on va payer 40 000 euros. On fait appel à un bureau d'études. Voilà. Ensuite, les associations elles peuvent prester. Enfin, potentiellement, une association peut aussi proposer une prestation. Enfin, au lieu de dire. Oui, sauf que. Ah, mais non, mais là aujourd'hui, de elle ce peut que devenir association fiscalisée. Oui, on est d'accord. Mais lorsqu'une association a besoin d'un salarié, par exemple, pour fonctionner, on lui dit non, c'est du fonctionnement. Bon. Or, si vous avez des tables, des chaises et personne derrière, vous pouvez toujours essayer de faire un projet fiscalisé, vous pouvez fiscaliser ce que vous voulez, vous pouvez faire un projet le plus beau possible. S'il n'y a personne pour l'écrire, pour le faire, pour le réfléchir, si vous n'avez que des bénévoles, au bout d'un moment, ben, vous tombez. C'est juste logique, enfin, il me semble. Et puis, il y a un autre truc, c'est si en tant qu'association, vous postulez pour répondre à une étude, vous allez être quasi systématiquement incompétent. Voilà. C'est ce qu'on nous a répondu. C'est ce qu'on nous a répondu, nous. Ah, vous voulez dire, ah oui, c'est-à-dire que, en fait, comme ces conseils ils présentent des profils, machin, ok, un peu sur mesure, machin. Voilà. On ne vous demande pas quels sont les CV des gens qui sont autour de vous en tant qu'asso. On vous dit, vous serez incompétent. Réponse qui nous a été faite. Parce qu'on a déjà. Vous n'êtes pas spécialisé. Pardon? Vous n'êtes pas spécialisé. Oui, mais on nous a dit, vous n'aurez pas cette compétence. Vous faites appel à McKinsey, KPMG, qui sont compétents à rien, et ils sont juste 2 fois plus chers la journée. Voilà. Et 2 fois, c'est parce qu'à Albi, vous payez. Voilà. Vous payez bien les gens. Ici, c'est 20 fois. Enfin, bon, bref. Est-ce qu'il y a d'autres questions en visio? Est-ce que vous avez des questions? Je regarde un petit peu. Un mot là-dessus, le temps que la question arrive, là. Ça, c'est une salariée de l'aglo qui a rédigé ça. Et en fait, elle savait quelle était mon ambition en faisant le plan ESS et que ce soit un énorme plan de lutte contre la pauvreté. Et en fait, la pauvreté, on la retrouve pratiquement dans tous les items en n'étant jamais écrit. Parce qu'en fait, si vous faites un plan de lutte contre la pauvreté, vous avez pratiquement tout le monde qui est contre vous. C'est vraiment pas populaire. En France, dans le système conservateur français, la pauvreté, c'est l'affaire de la charité. Oui. Et ça, c'est. D'où économie sociale et solidaire. Je comprends. Ah non, moi, je ne comprends pas ça du tout. Ah bon, non. Et par contre, dans le deuxième point, pourquoi les clauses sociales dans les appels d'offres? C'était une question que j'avais en tête. Pourquoi on n'impose pas que l'ESS fasse partie aussi de ces clauses? Parce qu'on parle toujours des clauses sociales. Parce que les clauses sociales, elles ne sont quasiment jamais appliquées. D'accord. Donc, du coup, toutes les collectivités mettent ça en avant. Mais elles ne le font pas. Alors, quand vous faites une route, vous dites, ben voilà, monsieur Eiffage, monsieur Eurovia, monsieur Mallet, vous faites une route et il faut qu'il y ait 5% du marché qui remplissent les clauses sociales. Tous ces gens-là ont créé des filiales qui ne font que de ça. Donc, ça tombe bien, la clause sociale tombe sur la filiale en question. Mais ça ne correspond à rien du territoire, rien. Donc, alors par contre, si je suis. Il est déprimant parfois. Hein. Si vous êtes Tartampion du coin, que vous avez une entreprise qui a du BTP qui a 30 salariés, que vous êtes un petit du coin, bien sûr que vous n'avez pas créé une filiale spécialisée là-dedans. Alors vous allez vous emmerder avec une entreprise de travail intérimaire local, un ETTI, un jet d'insertion. Ces gens-là, ils sont formés à rien. Ça va être le gars, il ne va même pas l'entendre parler. S'il y a ça, il ne répond même plus aux appels d'offres. Donc c'est un truc, les clauses sociales. C'est un peu de s'effonner comme les budgets participatifs. Quand ils sont mis en standard comme ça élimine les PME et ça ne prend que les grands groupes. Et donc, on a fait mettre ça pour que justement ce soit systématiquement le cas. Dans ma petite commune, ce que je fais, c'est qu'il y a une part des marchés, on ne les propose pas à des entreprises qui ne sont pas de l'ESS. Tout simplement. C'est pour ça que moi, je voudrais que l'ESS figure, parce qu'effectivement, ça sera un des points. On a des marchés, des marchés routiers ou de travaux. Il suffit d'avoir 3 devis. Quand ça fait moins de 90 000 euros, on est sur des petits chiffres. Mais donc, pour avoir 3 devis, on demande à 3 coopératives. Comme ça, le marché, mais il est attribué à une coopérative. On n'a pas demandé aux autres. Donc, voilà. Les 3, on les a.
Donc, c'est une manière de jouer avec leur même jeu, mais à l'envers. Mais il faut avoir la foi du charbonnier pour faire ça. Oui, c'est ça. Il faut avoir un élu tonique. Est-ce qu'on a d'autres questions? Parce qu'il est 19h43, il nous reste 10 minutes de débat avant qu'on aille au cinéma. Est-ce que vous arrivez à convaincre quelques autres? Attendez, pas les... Pardon. Vous arrivez à convaincre quelques autres collègues, par exemple, à travers l'Association des maires de France ou avec, vous essayez de temps en temps de... Non, je ne sais plus. Non, pendant un temps, je le faisais, là, mais bon, voilà. Non. Je fais des films à la place. Et moi, une question subsidiaire à celle de Chantal. Est-ce que vous arrivez à convaincre plus facilement les chefs d'entreprise? Parce que tout à l'heure, vous avez parlé tout à fait au début, vous avez parlé de levée de fonds. C'est-à-dire vous apportez 500 et d'autres vont apporter 500. Est-ce que les chefs d'entreprise, la CCI, etc., vous suivent, trouvent votre démarche intéressante ou au contraire freinent? Non, là, politiquement, enfin, maintenant, je n'ai plus d'appartenance politique, mais j'étais marqué très. J'étais au PS, mais marqué très à gauche, moi. Aujourd'hui, mardi prochain, hier, j'ai décidé que mardi prochain, je partais avec mon frère, on part à la frontière ukrainienne, on va amener des colis, des médicaments, et on va ramener des déplacés pour les héberger chez nous. Donc, ça coûte des ronds pour remplir tout ça. Là, entre hier matin, hier après-midi et ce matin, j'ai appelé des gens d'entreprise. On ne va pas demander aux pauvres de payer ça. Je dis, voilà, je dis, toi, tu me files 3 000 euros, toi, tu me files 5 000 euros. Et les gars, ils m'ont dit, bon, mais tu me dis où? Ils ne posent pas de questions. Quoi. Vous ne voudriez pas venir vous installer à Biarritz? Si on perd du temps à dire, la patronne de l'Intermarché qui est une dame adorable. Quoi. Elle m'a dit, mais on va mettre un truc parce qu'on est très sollicité par les trucs pour mettre des calis. Et je dis, ouais. Et je dis, et toi, comment tu vas mener au fond voilà. Ça s'inscrit dans la politique de la ville, ça, ou c'est quelque chose de parallèle, ou c'est intégré? Dans chaque commune, il y a une politique de la ville. Non. Comment non? Bon, la plupart n'en ont pas. C'est dans les grandes villes, mais la plupart des communes, il n'y a pas. La politique de la ville, ça dépend d'un certain nombre de critères. Sur les 16 communes de l'agglomération, il n'y a que 2 communes où il y a une politique dite de la ville. Quoi. Et ça pourrait s'inscrire dans une politique. Ah oui, le BE, d'ailleurs, le BE, on se pose la question d'en créer 2, et dans 2 quartiers dits de politique de la ville. La Cible des commerçants, on l'a fait également pour dynamiser dans les quartiers dits de politique de la ville. Également. Oui, bien sûr. Je peux te poser une question, même si. Mais bien sûr. Tu parles de tout ce qui a été impulsé. Tu n'as pas trop parlé des freins qu'il pouvait y avoir, notamment des services de l'État. Oui. Et puis, il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est par rapport aux panneaux solaires. Panneaux solaires sur, alors d'une part, en direct, dans comment ils le distribuent directement sans passer par RDF. Comment ça s'est passé? Et enfin, tu as dit le terme de terre, pas en friche, mais délaissée. Et ce n'est pas des terres agricoles quand même. Alors, tu as posé plein de questions. Le premier, les freins. Oui, parmi les freins, il y a, pardon madame, parce qu'on avait posé la question, elle n'avait pas répondu. Il y a effectivement les services de l'État. Parmi les freins plus importants que les services de l'État, il y a ceux de tes propres services. Quand à la région, j'étais vice-président de Martin Mali, j'étais dans la majorité. Quoi. Et le directeur général de service et les directeurs de service faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour empêcher que je crée la société capitaliste. Il a fallu batailler 3 ans. Donc si tu veux, ça compte énormément. Dans l'agglomération, quand j'ai fait le plan, c'est une chose. La première chose que j'ai fait après le plan, c'est d'aller convaincre les directeurs de service qui sont concernés pour qu'ils ne crèvent pas le truc avant de commencer. Ça c'est un vrai frein. C'est-à-dire que, et dans le même temps, alors, est-ce que je suis en train de dire du mal des collaborateurs des collectivités? Pas du tout. Moi, je les comprends très bien. En fait, c'est quoi quelqu'un qui est directeur de service économique, de service assainissement dans une agglomération? C'est tous les 6 ans, elle change d'entraîneur. Et rien ne te dit que le nouvel entraîneur, ce n'est pas un cabournas, un abruti, qui pense l'exact contraire de ce qu'il a fait précédemment et qui va te faire péter à toi en tant que fusible parce qu'il a une lubie.
Donc, c'est normal que ces gens-là se préservent parce qu'avoir affaire en tant que salarié cadre à des élus qui te changent d'avis et puis en te disant qu'ils n'ont jamais dit le contraire, ça en est farci. On est farci d'élus comme ça. Donc, si tu veux, c'est normal qu'ils se protègent. Donc, le vrai frein, c'est de travailler avec des collaborateurs qui ont légitimement peur de nous. Voilà la complexité. Ensuite, tu viens à la question des panneaux solaires. Les panneaux solaires, tu te disais, est-ce qu'on ne bouffe pas des terrains agricoles? Alors, si tu veux, la première centrale que j'ai faite, elle fait 10 hectares au sol. Et ça a été la première en France, ça a été accepté par une chambre d'agriculture. Pourquoi? Parce que c'était sur une ancienne carrière désaffectée. Alors, du coup, j'ai fait le malin en me disant, là, c'est le président de la région, j'ai le central, c'est possible. La chambre d'agriculture, qui est un truc qui n'est pas tellement innovant, voilà, ils se sont servis de ma centrale pour interdire toutes les autres. Parce qu'ils ont dit, comme les autres, ce n'est pas sur des carrières désaffectées, on ne les veut pas. Donc, il a fallu passer 4 ou 5 ans sans qu'ils en acceptent une seule autre. Donc, tu vois, parler des échecs ou des trucs comme ça, ça m'énerve un peu. C'est-à-dire, j'ai réussi le truc et j'ai empêché les autres pendant près de 5 ans derrière. Vous voyez, c'est flou, quoi. Tout ça, c'est des zones floues sans arrêt. Et donc, à partir de là, maintenant, ce que j'essaie de voir, c'est de voir comment traiter les terres agricoles. Parce que moi, je travaille beaucoup avec des gens dans l'agronomie, mais l'agronomie est différente, quoi. L'agroforesterie, la permaculture, le sol vivant, voilà. Et donc, on se rend compte que quand il y a des arbres dans les champs, ils fonctionnent mieux que quand il n'y a pas d'arbres. Déjà que tu vas expliquer ça à nouveau à la chambre d'agriculture, tu n'es pas bien vu. Mais après, tu te dis, mais si tu mets des panneaux photovoltaïques sur les champs, c'est un peu comme les arbres, ça fait de l'ombre aussi. Alors là, ça commence à devenir plus compliqué. Donc, tu te dis, mais est-ce qu'il n'y a pas un mix entre tout ça? Donc, l'agrivoltaïsme, c'est quelque chose qui existe. Et je ne sais pas te répondre aujourd'hui. Je me dis, si tu couvres tous les champs de serre, il va y avoir un problème. Ce n'est pas pour naturel. Mais faire zéro en agrivoltaïsme, je me dis, il faut regarder. Aujourd'hui, j'ai pas assez de recul pour pouvoir te dire c'est bien, c'est pas bien. J'ai un chantier d'insertion de 3 hectares en agriculture bio. Ils m'ont dit qu'ils allaient en passer 1 hectare en agri-photovoltaïsme. Ça m'intéresse parce que je veux voir comment ça marche. Et il faut tester, il faut sonder, il faut expérimenter, il ne faut jamais dire non comme ça par idéologie avant de commencer. Ensuite, tu as les délaissés. Les délaissés, c'est encore autre chose. Les délaissés, c'est quand tu prends le délaissé que tout le monde voit bien, c'est quand tu as un échangeur d'autoroute, tu as les bas-côtés, tu as des terres qui sont abandonnées. C'était l'ancien champ, il a été découpé, et puis voilà. Pour donner un ordre d'idée, en Midi-Pyrénées, la surface des délaissés, ça représentait l'équivalent de la surface des 4 parcs naturels régionaux. Donc, ce n'est pas des petites surfaces, c'est immense. C'est immense. Et alors, c'est des champs qui font 1 hectare par-ci, 2 hectares par-là. Alors, moi, j'en ai un délaissé que personne ne voyait parce qu'il fait 1 km de sang de long. Alors, c'est une bande de terre, on peut abandonner, ou on ne faisait jamais rien. S'il fallait passer un gyrobroyeur, enfin, donc, comme je dis, maintenant, ça j'en ai marre, je veux que ce soit de la terre. Et j'en ai fait un verger qui fait 1 hectare 9. Tout d'un coup, le truc qui était abandonné, c'est un verger qui fait 1 hectare 9. Alors, je ne veux pas qu'il y ait des gens qui aient exploité, mais on a construit une festival le long, et il va y avoir, là, je ne sais pas combien il y a des centaines de fruitiers, de toutes les salles, et les gens pourront aller se servir, aller cueillir les fruits des fruitiers en question. Donc, si tu veux, il y a des délaissés, c'est des remblais, alors tu ne feras rien pousser, et il y en a d'autres, c'est des terres abandonnées, et on en a plein. On a plein. Donc, de comment les réutiliser pour du photovoltaïque, peut-être, c'est une option, si c'est du remblai qui vaut rien, pour de l'agriculture, si ça vaut quelque chose. En fait, si tu veux, ce qu'aime bien, comment dire, un énarque, j'espère qu'il n'y a pas d'énarque dans le truc, mais c'est la solution qui s'applique partout. Et en fait, la vraie vie, c'est qu'à chaque situation, il faut faire un diagnostic. Et c'est le contraire. Donc, tu as un truc, tu as un mou de terre abandonné, 5000 m², qu'est-ce qu'il devient? Le seul truc qui est con, c'est qu'il reste abandonné. Sauf si c'est une réserve de biodiversité, mais il est plus tout à fait abandonné, si c'est une réserve de biodiversité. La centrale photovoltaïque la plus grosse, si tu vas sur Google Maps et que tu regardes la centrale photovoltaïque la plus grosse sur la commune, en plein milieu, il y a un trou. Il y a des panneaux partout, sauf en milieu, il y a un trou. Et puis d'un côté, il y a un angle, tu dis, ils ont oublié d'en faire un quart. Et en fait, c'est parce que c'est 2 zones humides. Pourquoi? Parce que quand j'ai fait la centrale photovoltaïque, bien avant Sivens, bien avant la mort de Rémi Freyss, etc., tu sais comment c'est foutu, c'est qu'à ça, il y a une colline, et donc la colline, moi tous ces champs, je les ai travaillés, mes parents étaient agriculteurs, la commune, je sais qu'il y a des sources partout, donc je savais que la colline était un château d'eau. Donc avant de faire la centrale photovoltaïque, je dis, vous allez me faire une étude des zones humides.
le conseil municipal, ils m'ont dit, mais c'est quoi les zones humides? Personne ne savait ce que c'était. Il faut qu'on fasse ça. Et donc, on a trouvé où étaient les zones humides. Et donc, j'ai dit à la société qui a planté les trucs, vous en plantez pas là, vous en plantez pas là. Et de vue du ciel, ça se voit. Mais parce que, en fait, d'un territoire donné, j'ai fait un diagnostic complet. Il y avait un champ qui faisait 19 hectares. On a vu qui était en pente, qui donnait côté nord, donc ils ne pouvaient pas faire des photovoltaïques, on les a abandonnés. Et ensuite, je regardais où on pouvait en faire, où il y avait des zones humides, où on pouvait faire des photovoltaïques, où on pouvait pas. Il faudrait applaudir, monsieur. Ah, c'est clair. Et alors, effectivement, tous ceux qui quittent la séance, et nous avions, et j'en suis ravie, et merci d'être restés jusqu'au bout, une élue du département, que je viens de lui demander si on pouvait lui donner la parole. Je ne sais pas si tu souhaites parler, Monia. Comment faire apprécier les chiffres et donc les indicateurs, le suivi des budgets à la majorité dans une société finalement assez peu formée à la culture scientifique? C'est pas faux. En fait, ce qui se passe, c'est que quand vous dites que vous allez faire 40% des routes et rues bordées d'une piste cyclable séparée, je peux vous garantir que dans les endroits où ce n'est pas fait, vous vous faites bigrement engueuler. Parce que les gens, ils ont compris qu'ils devraient avoir une piste cyclable là. En fait, les chiffres, c'est un peu le thème du film tout à l'heure, sur les sondages. Les chiffres, les gens les comprennent peu. Quand on vous dit qu'il y a une baisse du produit intérieur brut de 5-6%, les gens se disent « Ah, c'est grave. » Et puis vous leur demandez « Au fait, c'est combien 75% de 80 ?» Personne qui sait dire 60. Donc, à quoi ça sert de parler de produit intérieur brut? Ils ne savent pas la définition, ils disent que ça baisse de 7%, ils ne savent pas le calculer, ils ne savent pas à partir de quel chiffre. Donc, mais en fait, les gens comprennent qu'il y a, quand il y a une baisse du produit intérieur brut, il y a un truc qui est mal qui se passe. Et donc, le fait d'avoir des chiffres, il faut que les chiffres soient précis pour que des cadres de la collectivité puissent les mesurer et puissent en apporter la preuve. Mais ensuite, il faut qu'ils aient une expression orale qui soit facile à comprendre. Et à partir de là, le citoyen, il intègre très vite. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Et l'émotionnel, là, il joue. Oui, on a quand même eu l'expérience de la fameuse convention sur les questions climatiques, là, qui a montré que les gens, si on les forme, si on les facilite les moyens de... Ben, ils se passionnent, ils arrivent à se former très bien et à prendre des décisions à la fin. Décisions qui ne sont pas suivies, mais ça, c'est un autre problème. Malheureusement, ils n'ont rien. Mais ça va pourtant être une expérience très bonne. C'est très intéressant, mais c'est très significatif. C'est-à-dire, vous imaginez le temps et l'investissement qu'il a fallu pour informer et former 150 personnes. Et donc, à la place de ça, vous avez des gens, ils préfèrent Plus belle la vie et Cyril Hanouna. Voilà, donc, oui, mais ils ont tous dit qu'ils étaient très contents de l'expérience. Oui, mais c'est vrai que ça. Mais moi, je suis persuadé que les 66 millions d'autres aussi, sauf qu'on ne leur proposera jamais. Et qu'il n'y a pas le format pour ça. Là, les 10 qui font partie du film, les 10 personnes qui sont filmées, ils étaient moyennement motivés pour aller voter. Il y en a un ou deux qui sont motivés. Mais pareil, après avoir participé au film, ils sont tous militants. Ils vont tous voter, ils vont faire voter toute leur famille à côté. Mais j'en ai filmé que 10. Alors, merci pour votre intervention. Ah, le film, c'est La vie en commune, la vie en commun. C'est ça. Excellent. Nous, on l'a vu hier soir et vraiment, pour tous ceux qui ne pourront pas, parce que Gaëtan, tu es à Pau, j'espère que ça pourra passer à Pau. J'espère que vous le ferez passer sur des... On est en train de voir comment on va le mettre sur YouTube. Alors, c'est un film cinéma, il y a des questions de droit. Mais on va faire en sorte de... Ouais. Alors, on est obligé de s'arrêter là. Merci, tout le monde dit merci. Et ici, je pense qu'on peut vous applaudir. Et donc, pour tous ceux qui le souhaiteraient, après le film, M. Poujade revient ici pour un dernier moment d'échange et surtout pour manger un petit peu, parce que là, on va le bousculer et partir en courant. Voilà, donc soyez les bienvenus si vous le souhaitez.